fond, je suis vraiment content d'être ici avec vous. Je sais qu'il y a des gens, évidemment, qu'on connaît déjà. Donc, je crois comprendre qu'il y a des clients à nous aussi qui sont là ou des gens avec qui on collabore. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, là, je vais parler, là, je partage mon écran à l'instant. Je vais parler comment dire, de la vision, en guillemets, de ce qu'on a, mais pas trop longtemps. Le but, c'est de vous dire aussi que, d'une part, ben oui, on est 100% québécois et tout ça, mais d'autre part, c'est que nous, on est en continuel et perpétuel développement. On est en perpétuel développement. Pourquoi? Parce qu'on est à l'écoute de nos clients. Donc, c'est vraiment notre source principale, si on veut, de co-innovation. C'est qu'on vient vraiment, si on veut, aller chercher l'information, les intrants directs, si on veut, sur tous les besoins latents et criants, si on veut, qu'on voit chez nos clients. Puis évidemment, on crée vraiment des partenariats à long terme, si on veut, avec chacun d'entre eux. Donc, c'est vraiment notre but. Donc, notre but, ce n'est pas nécessairement de vendre des logiciels. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de créer de la connexion, de l'intelligence collective, si on veut, en libérant le pouvoir des communautés intelligentes. Mais ça, on le fait aussi avec nos clients. Donc, c'est important de mettre la table sur ce point-là. Donc, pourquoi on parle d'événements virtuels aujourd'hui? Bien, évidemment, on parle d'événements virtuels parce qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, mais il se passe quelque chose d'assez important en ce moment. Mais nous, on était déjà là-dedans. On était déjà en train de faire d'innover et d'amener des façons intelligentes, si on veut, de favoriser, si on veut, des connexions durables entre les gens, de vivre aussi des beaux moments, mais aussi de stimuler, si on veut, du savoir qui est plus tacite, du savoir vivant dans lequel les gens vont interagir entre eux, découvrir des contenus, découvrir des savoirs, découvrir des individus dans le but justement de changer le monde ensemble. Donc, on aime ça travailler avec des organisations qui ont des impacts positifs sur la société et c'est notre cœur de métier, mais évidemment, on travaille avec des organisations plus à vocation culturelle, plus à vocation économique, etc. Donc, on est là vraiment, mon point, pour ne pas trop en parler, parce que j'en ai déjà trop parlé, c'est qu'on est là vraiment pour travailler en collaboration avec nos clients. Donc, pourquoi ça part avec un écran de téléphone? Bien, c'est bien simple. C'est que nous, on vient plus du monde de la mobilité. Donc, on a développé, si on veut, tout un écosystème complet, si on veut, pour favoriser les interactions plus dans un mode où nos communautés sont en mouvement. Des communautés qui sont réparties partout à travers le Québec, le Canada, à travers le monde. Donc, des communautés de gens qui ont des intérêts vraiment spécifiques, des intérêts communs, des intérêts à faire des choses plus grandes ensemble, si on veut, par le biais de ces connexions-là. Évidemment, on a fait la migration presque complète, si on veut, de chacune des fonctionnalités pour permettre, évidemment, d'avoir un écosystème, si on veut, sans dire multidimensionnel, mais presque, mais multiplateforme, dans lequel, évidemment, aujourd'hui, 95% de nos efforts sont au niveau des écrans desktop et éventuellement des écrans de télé. Donc, pour pousser, si on veut, ces contenus-là dans des écrans plus grands, entre guillemets, et favoriser, si on veut, cette connexion-là humaine qui était perdue au fur et à mesure, si on veut, de l'évolution de la COVID. En fait, pas au fur et à mesure, de manière très drastique, en fait, pour me reprendre dans mes mots. Donc, en fait, évidemment, on remet la table. Puis ma collègue Marie-Lou va prendre la main, si on veut, plus pour la présentation spécifique, les spécificités du produit, parce qu'évidemment, elle est rendue bien, bien meilleure que moi là-dessus. Mais pour parler un petit peu plus du laïus, si on veut, en guillemets, de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, notre vision aussi. Bien, évidemment, on est là pour reconquérir, si on veut, les connexions. Donc, les connexions humaines par le biais d'outils, si on veut, qui sont d'une part simples à utiliser. C'est notre souhait, c'est de les simplifier au maximum. Ce n'est pas toujours simple, les événements virtuels, c'est quelque chose de gros qui nous a bouleversé tout le monde. Mais évidemment, le but ultime, c'est de réengager, reconnecter avec ces communautés, mais aussi remonétiser ces communautés. Donc, on a un ensemble, si on veut, d'opportunités, si on veut, qui permet d'augmenter ou de réaligner, si on veut, vos lignes de revenus vers des lignes 100% numériques et éventuellement des lignes de revenus hybrides. Donc, aujourd'hui, en fait, les communautés événementielles, évidemment, abandonnent les espaces physiques, surtout de participation, mais aussi virtuels, parce que un webinaire, ce n'est pas aussi engageant que quelque chose d'un peu plus complexe, dans lequel on peut interagir de manière indépendante, individuellement aussi, et aller chercher par ses propres moyens ou par le biais d'un système qui génère des recommandations, des connexions avec des individus spécifiques. Donc, l'idée, c'est de retomber dans une quête d'authenticité, de retomber vraiment dans une relation qu'on peut, de manière soit organisée ou orchestrée, ou de manière un peu plus agile, spontanée, comme on ferait dans le hall d'entrée du Palais des Congrès ou dans une grande salle culturelle ou à l'orchestre symphonique au hall d'entrée ou dans un théâtre, par exemple. L'idée, c'est de
favoriser aussi graduellement ou revenir graduellement avec des mécaniques simplifiées qui permettent aux gens de manière plus spontanée de connecter et de vivre des moments un peu plus authentiques. Évidemment, nous, on travaille sur deux champs, c'est-à-dire, oui, un champ très orienté, si on veut, sur des parcours connectés dans lesquels les gens savent c'est quoi leur programmation et tout ça. Donc, plus dans un volet peut-être un peu plus où on vient acquérir de la connaissance, recevoir des contenus, interagir dans des ateliers et tout ça. Donc, connecter, si on veut, avec les contenus, les ateliers, les individus derrière les contenus, mais aussi de vivre des grands moments. Donc, des grands moments ensemble. Donc, on travaille sur des projets hyper intéressants, en fait, dans lesquels on vient intégrer des composantes issues du domaine du jeu vidéo pour augmenter, si on veut, ces moments-là dans des environnements 100% virtuels. Maintenant, est-ce qu'on tripe sur le 100% virtuel? Bien honnêtement, non. On ne tripe pas sur le 100% virtuel, nous, chez FanLab. Nous, ce qu'on veut ultimement, c'est notre souhait, c'est de recréer ce contact humain-là. Fait qu'évidemment, ça va se dérouler au fur de la présentation vers des événements hybrides. Mais évidemment, aujourd'hui, le 90% de la présentation est vraiment centrée sur le 100% virtuel. Donc, sans plus tarder, évidemment, au niveau idéologique, nous, notre souhait, en fait, nos clients sont davantage des organisations en réseau ou des organisations qui ont des communautés dans lesquelles ça devient de plus en plus difficile, si on veut, à connecter ou à maintenir le contact, puis à créer cette valeur-là entre les membres. Donc, la valeur de réseautage passait beaucoup au niveau physique, au niveau présentiel. Donc, cette valeur de réseautage-là, du jour au lendemain, a complètement été réduite à néant. Donc, aujourd'hui, nos plateformes sont évidemment utiles. Pourquoi? Parce qu'on vient décloisonner les barrières. Donc, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de l'organisation, le gestionnaire expérientiel de l'événement en général, ce qu'on vient faire, c'est évidemment pousser des contenus, aviser les gens, les informer de l'événement, les inviter, etc., mettre ça dans leur calendrier et tout et tout. Ce qui fait qu'en général, c'est un effort unidirectionnel. C'est très difficile de plus en plus dans les plateformes sociales traditionnelles de rejoindre les gens, de les engager, mais surtout et surtout de les faire interagir entre eux. Surtout quand on a une organisation, une marque forte, si on veut, dans laquelle on veut que cette émulation-là ou cette marque-là soit protégée, puis qu'on maintienne, si on veut, cette autorité-là, parce que les gens peuvent décider de partir des réseaux, des groupes, se faire des propres événements, etc., des 5 à 7, de par leurs propres moyens, mais on veut garder l'autorité de la marque, si on veut, comme étant un leader, si on veut, un leader de notre écosystème, un leader de transformation, un leader de connexion entre les individus pour créer cette valeur-là de savoir ou cette valeur-là expérientielle. Bien évidemment, il faut revenir dans un modèle où on peut de reprendre notre place et recréer ces liens-là. Et nous, notre plateforme, évidemment, elle est décloisonnée. Donc, le but, c'est de libérer, si on veut, le pouvoir ou le potentiel, si on veut, de connexion humaine à travers une plateforme qui est simple d'utilisation. Donc, quand je dis simple d'utilisation, est-ce que c'est plus simple que Facebook? Ça dépend. Donc, pour nous, c'est excessivement simple. Pourquoi? Parce qu'on vient dénuder, si on veut, l'ensemble du bruit qu'il y a autour de plateformes de type Facebook ou d'autres types, si on veut, dans lesquels les gens sont hyper sollicités avec une multitude de notifications ou évidemment un ensemble de courriels qui serait comment dire, pas aucunement en lien avec le but d'un événement ou avec le but de la communauté. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est évidemment des communautés événementielles et des communautés durables. Donc, l'idée, c'est qu'on vient décloisonner, puis le pouvoir, c'est ce qui est en jaune. Donc, le jaune va nous permettre, en fait, on vient identifier, si on veut, des acteurs clés, que ce soit des experts, des conférenciers, des panélistes, des influenceurs, etc., etc., dans lesquels ces gens-là peuvent avoir des rôles, si on veut, un peu plus prononcés pour engager les gens, comme si on était dans un événement traditionnel dans lequel on vient des gens qui peuvent venir guider, orchestrer, supporter, alimenter, si on veut, la conversation. Donc, il y a plein de choses qu'on peut mettre de l'avant. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que nous, on n'est pas juste une plateforme, il y a des humains derrière la plateforme. Donc, on a notre campus de formation, puis on a tout un accompagnement qui vous permet de réfléchir au niveau stratégique à cet effet-là. Donc, là, on va retomber graduellement plus au niveau technologique. Donc, ce qu'on vient faire, évidemment, c'est qu'on vient connecter la valeur de partage. Donc, la valeur de partage social, si on veut, est faite de différentes façons. Donc, on vient assembler, si on veut, des composantes qui va vous permettre, si on veut, de développer une plateforme selon vos besoins à vous, selon vos couleurs également. Donc, on peut, jusqu'à un certain niveau, personnaliser la plateforme au niveau de l'ambiance ou l'environnement de marque, si on veut, visuel, etc. Donc, on a un système de découverte, donc un système de découverte qui permet de découvrir des contenus en fonction d'un algorithme d'intelligence artificielle qui permet, puis évidemment, ça c'est plus en mode communauté, mais l'outil permet en fait d'augmenter, si on veut, la pertinence des contenus et des individus qui sont présentés ou qui vous sont recommandés dans la plateforme. Il y a tout l'environnement
plus spécifiques à l'environnement événement virtuel. On peut intégrer des micro-communautés expérientielles, des ateliers ou des espaces de réseautage éphémères en vidéo meeting ou d'autres façons, si on veut, s'il y a un volet hybride en présentiel. Il y a un système de réseautage, évidemment, avec un bottin des membres, un bottin des participants, dans lequel on peut se faire recommander, si on veut, du maillage. Et des parcours, donc on peut créer des parcours exclusifs, donc on peut prédéterminer, si on veut, un ensemble de types de billets, donc, ou de types de membres, si on veut, dans lequel des gens vont avoir des accès privilégiés ou un ensemble d'accès, en fait, en fonction de ce qu'ils ont dans leur bouquet, dans leur billet, par exemple. Et évidemment, il y a toute la notion de contenu en direct, donc tous les systèmes qui nous permettent de pousser du contenu en virtuel. Donc, évidemment, actuellement, on pousse du contenu sur Facebook, donc bonjour la gang de Facebook, mais aussi, on pourrait pousser du contenu sur d'autres plateformes de type, je dis LinkedIn, mais c'est moins le cas actuellement, ça prend des licences spéciales, mais aussi sur YouTube. Donc, l'idée, c'est que oui, nous, on est plus dans un environnement immersif, exclusif, privé, mais on pourrait aussi décider de, oui, faire les deux meilleurs des deux mondes, en fait, comme on le fait actuellement. Mais en général, nous, 99,9% de nos clients veulent avoir un environnement à leur couleur, un environnement sécurisé et exclusif. Donc là, évidemment, je ne vous apprends rien. Donc, on est en transformation. Il y a une perte d'habitude, une perte de loyauté. Les revenus sont en chute libre. Les dons, les commandites, les abonnements, les billets, les revenus d'activité sont en chute libre. Donc, nous, notre souhait, c'est de vous redonner du pouvoir comme producteur d'expérience de contenu événementiel. Donc, vraiment, vous donner les clés, évidemment, vous accompagner là-dedans, vous supporter là-dedans. On a un écosystème aussi de partenaires qui peuvent venir alimenter, si on veut, nos façons de faire de manière très, très, très spécifique. Évidemment, de recréer la valeur humaine, je me répète, mais l'idée, c'est de reconnecter, si on veut, les liens entre les individus et évidemment, régénérer des revenus de façon perpétuelle. Donc, on a différentes façons de le faire. Donc, évidemment, on peut faire un one-shot, puis Marie-Lou va vous l'expliquer. On pourrait lancer un événement de manière sporadique, seulement un événement ou un grand congrès qu'on aura redimensionné en fonction du contexte actuel. Mais on peut penser à une séquence multi-événements. Donc, on a un environnement multi-événements dans lequel on pourrait mettre tous nos événements de l'année là-dedans, donc du plus petit aux très grands événements, puis permettre aux gens de connecter entre eux, entre les événements. Donc, on vient étirer, si on veut, la valeur de production de nos événements. On vient augmenter, si on veut, la capacité de contenu conversationnel dans lequel les gens peuvent interagir entre eux. Et évidemment, on vient maintenir la loyauté. Puis évidemment, ça donne une opportunité de vendre des bouquets d'événements. Donc, par exemple, on travaille avec la Chambre de commerce de Montréal sur tous les événements de la relance économique du Grand Montréal métropolitain. Et ils ont 15 événements. Donc, le premier bouquet, c'est 15 événements, donc des forums économiques sur chacun des secteurs d'activité. Et dans le fond, les gens peuvent voir chacun des événements, si on veut, dans leur programmation ou dans leur environnement, si on veut, ou leur univers virtuel aux couleurs de la marque Relançons Montréal. Donc, ça devient quand même assez intéressant pour créer des habitudes, faire en sorte, en fait, que les gens ne se sentent pas juste catapultés dans un environnement qu'ils ne connaissent pas trop, qui ont besoin de découvrir, etc., mais dans lequel ils peuvent s'approprier graduellement, puis revenir, si on veut, puis de gagner en confort. Évidemment, je ne vous apprends rien. La montée des événements virtuels, c'est en croissance très rapide. Juste pour vous donner une idée, en 2019, en fait, il y a une étude qui est sortie, puis là, j'attends des retours d'études en progression, mais on était à 78 milliards au niveau des événements virtuels dans lesquels, en fait, les organisations, la transition était en cours de route. Donc, ça, c'est le marché qui était identifié, mais évidemment, ce marché-là est en augmentation très rapide. Donc, ces chiffres-là, c'est des anciens chiffres. C'est des chiffres, en fait, d'avant COVID. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie. Peut-être que je me trompe parce que je pense qu'ils ont été actualisés. Mais tout ça pour dire que c'est un marché monumental et extrêmement grand. Au niveau puis on tombe dans la plateforme, Marie-Lou est prête. Elle s'étire une dernière fois, elle respire. Mais l'idée, c'est que sur le plan concret, donc on a évidemment fait plusieurs types d'événements actuellement. Donc, toutes les parties en vert, si on veut, ont été expérimentées de différentes façons de notre côté. Donc, que ce soit donc évidemment les classiques webinaires, les meet-ups traditionnels, les AGA, etc. Et puis évidemment des ateliers, des formations, mais jusqu'aux conférences, congrès, forums, activités de réseautage, des galas, des salons dans lesquels on peut aller expérimenter, connecter, si on veut, avec des organisations qui ont quelque chose à nous proposer. Donc, dans lequel on peut vraiment pas se promener, mais décider. Je n'aime pas le mot promener parce qu'on n'est pas dans un environnement 3D, mais on peut évidemment être guidé vers ces expériences-là. Et évidemment, graduellement tomber dans le mode hybride. Là, on aurait dû l'enlever parce que ça a changé en cours de route, mais l'hybride va aller évidemment plus du côté de 2021, quoiqu'on en a vu quelques-uns, si on veut,
dans la petite fenêtre d'opportunité qu'il y a eu cet été, il y a eu quelques événements hybrides qui ont été présentés. Puis évidemment, à droite complètement, les événements hybrides dans lesquels on peut penser à des parcours, entre autres, sans contact. Donc, des parcours dans lesquels, par exemple, on pense à des grandes expositions, etc., dans lesquelles on va pouvoir, avec notre téléphone intelligent, aller numériser, avoir un portefeuille, si on veut, de privilèges dans lequel on pourra aller soit chercher une boîte à lunch, chercher différents accès, si on veut, rentrer dans des rendez-vous spécialisés, si on veut, dans lesquels on aurait une petite expérience très exclusive à quelques personnes. Et donc, on pourrait penser à des événements, on peut penser en fait de plus en plus à des événements dans lesquels 95 de la valeur va être libérée, si on veut, en virtuel, mais 5 des acteurs clés, si on veut, pourraient se présenter en présentiel, dans lequel il pourrait y avoir une expérience très, comment dire, aménagée et orientée vers le sans contact, dans lequel, évidemment, tous les critères de sécurité vont avoir été 100 respectés. Donc, si on fait de la veille à l'international, évidemment, constante, pour voir c'est quoi les meilleures pratiques, qu'est-ce qui se présente devant nous à cet effet-là. De notre côté, on travaille avec différents types d'organisations. Donc, beaucoup avec des réseaux professionnels et des gens qui ont du savoir à se partager, à se connecter. Donc, il y a besoin de se voir pour se mettre à jour. Donc, on parlait notamment de la Chambre de commerce, mais on travaille avec des associations spécialisées, des regroupements professionnels de type, par exemple, le Jeune Barreau du Québec. Donc, il y a évidemment des exemples comme ça, il y en a un paquet, mais il y a aussi des gens dans le secteur de la santé, dans le secteur juridique, au gouvernement également, au secteur académique, donc on travaille avec des organisations universitaires, des collèges, etc. Au niveau culturel, donc de plus en plus, les acteurs culturels veulent se rassembler, veulent amplifier, si on veut, leur contenu de nouvelles façons, puis évidemment, libérer une autre valeur complémentaire dans laquelle les gens peuvent connecter entre eux. Les réseaux d'apprentissage, là, je viens de me répéter parce que j'ai fait un changement de dernière minute et je m'en excuse, mais c'était plus le côté institutionnel qui nous intéresse, donc le gouvernement, entre autres, et évidemment, les réseaux sportifs. Donc, de plus en plus, on peut voir des compétitions sportives en ligne. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, voir comment les gens peuvent s'activer. On fait des compétitions aussi, des compétitions de pitch. Donc, c'est plus dans l'esprit de la compétition où les gens peuvent voter, etc., se manifester et vivre un moment unique, si on veut, dans lequel on peut reconnecter, si on veut, ou générer plus de valeur d'engagement, comme si on y était. Évidemment, ça ne sera jamais comme le présentiel, on le rappelle. Je vais passer ça, mais l'idée, c'est qu'à partir de nos bonnes pratiques, on vient reconnecter, si on veut, la valeur humaine, si on veut, la valeur des compétences, si on veut, qu'on va générer. Donc, à travers un mini réseau social privé dans lequel chacun des acteurs va avoir sa place, chacun des acteurs va être, comment dire, incentivé en bon français ou engagé. On va leur trouver des façons de les engager avec un ensemble de systèmes, dont des notifications, entre autres, pour leur permettre de ne pas manquer leur événement, de suivre, si on veut, ce qui se passe en fonction de leurs préférences, leur profil, leur tag, se faire inviter à des divans intelligents comme Marie-Lou va vous présenter. Donc, les divans intelligents, c'est des petits espaces dans lesquels les gens peuvent s'activer, donc présenter, proposer des thématiques spécifiques dans lesquelles les gens peuvent se préinscrire. Donc, c'est comme des événements dans des événements ou des espaces de conversation à l'extérieur des événements. Donc, ça devient excessivement pertinent. Puis, on peut le faire, évidemment, en présentiel, en hybride et en 100 virtuel. Donc, comme on le fait ou comme on pourrait le faire actuellement. Je vais laisser Marie-Lou y aller. Marie-Lou, est-ce que ça te va si je te laisse à partir d'ici? Ça te va? Parfait. Certainement. Donc, bon matin tout le monde. Évidemment, très, très contente d'être avec vous. Évidemment, on ne vous voit pas, mais j'ai parcouru la liste en diagonale. Je pense qu'il y a quand même des gens qu'on connaissait déjà. Donc, très heureuse de vous avoir parmi nous ce matin. Juste peut-être une petite parenthèse. Donc, mon rôle chez FanZap, c'est au développement des affaires. Donc, je travaille beaucoup avec Stéphane, évidemment. Mais comme Stéphane disait, en fait, évidemment, notre rôle, bon, d'une part, c'est de développer les affaires, mais d'autre part, c'est de recueillir aussi tous les besoins du marché et puis de ramener ça à l'interne, donc pour faire des produits qui répondent à des besoins réels. Donc, comme Stéphane aime souvent dire, on s'amuse beaucoup. Donc, merci Stéphane d'ailleurs pour l'introduction. Évidemment, on est resté dans le trait conceptuel. Je pense qu'on va atterrir un petit peu en rentrant dans la plateforme plus précisément. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous d'ailleurs qui sont peut-être curieux de voir qu'est-ce qu'on a à vous présenter. Donc, on va rapidement y arriver. Donc, évidemment, il faut voir l'environnement virtuel, donc l'environnement dans lequel on vient créer ces expériences sociales-là, comme un environnement présentiel qu'on recrée dans le virtuel. Donc, évidemment, quand on traduit une expérience du présentiel vers le virtuel, ce n'est pas un copier-coller, mais on a quand même
On part des mêmes buts et puis on a quand même des sections qui vont venir répondre aux mêmes besoins. Donc, par exemple, avoir des scènes principales, des ateliers thématiques. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt, nos fameux events intelligents qu'on va voir ensemble. Des espaces lounge où c'est des espaces un petit peu plus informels où les gens peuvent venir participer, par exemple. Et puis, bon, des kiosques interactifs. Donc, on va avoir plusieurs endroits où on va pouvoir venir créer des canaux de visibilité pour nos partenaires. Donc, évidemment, dans une optique de monétisation pour vos organisations. Ça devient très intéressant. Donc, bon, petit détail qui a été mentionné par Stéphane, encore une fois, on vient vraiment du monde applicatif. Donc, notre produit phare avant était une application événementielle comme on retrouvait de plus en plus dans les congrès. Donc, évidemment, qui répondait à des besoins similaires à notre plateforme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, la création d'engagement en amont, de la mise en relation de gens basés bon, sur des indices de similitude ou des tags similaires. Donc, évidemment, créer du réseautage un petit peu plus pertinent. Et encore une fois, créer de la visibilité pour nos partenaires, donc dans des environnements qui sont plus connectés. Donc, dans les derniers mois, ce qui est arrivé, c'est que d'une part, bon, évidemment, on a créé cet environnement-là, mais d'autre part, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait migrer beaucoup de nos fonctionnalités applicatives vers le web. Donc, c'est comme ça qu'on a créé notre plateforme. Le développement web étant notre avantage, donc étant un petit peu plus agile que le développement applicatif. Donc, on peut avancer très rapidement. Et on avance très rapidement, d'ailleurs, avec une équipe qui n'arrête pas de grandir semaine après semaine. Donc, c'est une belle aventure, une belle opportunité pour nous autres. Donc, super. Encore une... c'est Stéphane qui contrôle les slides. C'est un autre bon classique des webinaires à deux. Je t'inviterai peut-être à passer à la prochaine, Stéphane, puis rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va faire un petit tour guidé de la plateforme. Encore une fois, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu, donc peut-être que je vais me répéter, mais bon, pour ceux qui sont là pour la première fois. Donc, évidemment, comme Stéphane a dit, c'est une plateforme qui est sécurisée, donc ça devient votre univers social, privé, donc pour votre communauté événementielle. C'est sûr que je dirais que le trend dans l'événement virtuel, bon, évidemment, c'est sûr qu'on fait des événements sporadiques, donc des événements d'une journée, mais souvent, quand on déploie une plateforme, évidemment, on a des opportunités dans le virtuel. Donc, la première étant que l'espace-temps est beaucoup plus large que quand on est en présentiel. Donc, évidemment, en présentiel, les gens se déplacent, on paye des salles. Donc, quand on crée des événements, c'est vraiment des événements très arrêtés dans le temps. Pourquoi on appelle ça un univers social ou des communautés événementielles, en fait, c'est qu'on va venir étirer. Donc, on va souvent retrouver un moment où on a un momentum dans nos événements, mais on va venir étirer ces expériences-là un petit peu dans le temps et créer ces univers sociaux-là où les gens peuvent revenir un petit peu comme Stéphane disait. Donc, c'est des environnements qui sont privés. Notre plateforme elle est en marque blanche, donc vos logos, vos visuels, vos chartes graphiques. Donc, c'est vraiment une plateforme qui vous appartient et qui devient aux couleurs de votre organisation. Donc, quand on parle de l'événement virtuel aussi, évidemment, comme dans l'événement en présentiel, on a plusieurs fournisseurs et on a plusieurs morceaux dans notre casse-tête, en fait, pour faire un événement. Évidemment, dans le virtuel, c'est un petit peu la même chose. Donc, je dirais que le premier morceau, c'est vraiment un système d'inscription. Donc, notre plateforme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller puiser, en fait, les inscriptions d'un système tiers. Donc, que ce soit une billetterie, un CRM, un simple Google Form ou des listes d'invitation, en fait, nous, on va venir importer cette donnée-là dans la plateforme. À terme, c'est sûr que vers où on s'en va, c'est vraiment d'être connecté avec des ponts, donc des ponts API qui font qu'en temps réel, en fait, dans une expérience qui est très seamless, donc dans une continuité d'expérience pour nos participants, mais en fait, dès la billetterie, toute l'information est aspirée par la plateforme. Donc, en ce moment, on le fait plutôt de façon manuelle, donc à partir de CSV. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que dès la billetterie, on peut aller chercher quand même un lot d'informations sur nos participants. Lot d'informations qu'on va aspirer, nous, dans la plateforme. Donc, il n'y a pas de friction. On crée quand même un continuum. Donc, c'est très seamless pour le participant qui se connecte pour la première fois dans une plateforme qui le reconnaît déjà. Donc, avec une série d'attributs et des permissions peut-être spécifiques aussi. Donc, ça a été mentionné par Stéphane. On n'est pas obligé de vendre juste un type de billet. Donc, par exemple, on pourrait avoir des contenus à la carte. Donc, on pourrait, ce qui n'était pas nécessairement possible en présentiel. Donc, par exemple, on peut avoir des contenus à la carte, un accès pour une journée, un accès pour 3 journées, un accès à la communauté, des accès VIP, des accès réseautage. Donc, en réalité, on peut aller segmenter autant qu'on veut dans la plateforme et créer différents types de forfaits là, pour nos participants. Donc, quand on se connecte dans la plateforme, on tombe sur un écran d'accueil. Donc, c'est vraiment une page qui est très personnalisable par les organisations. Donc, c'est souvent là qu'on va dire, OK, parfait.
quels sont vos besoins, quels sont vos buts, en fait? Donc, c'est souvent comme ça qu'on commence un projet. En fait, évidemment, vous aviez des buts et objectifs dans vos événements en présentiel. Est-ce que c'était de créer des opportunités de réseautage? Est-ce que c'était peut-être de vous financer, donc de mettre en valeur vos partenaires? Ou peut-être que c'était de la formation continue, par exemple. Donc, il y a plusieurs buts et objectifs. Donc, l'idée, c'est de partir de ces mêmes buts-là pour créer l'expérience utilisateur qui va répondre à ça. Donc, encore une fois, ce n'est pas un copier-coller du présentiel. Donc, pour revenir à notre écran d'accueil, c'est un petit peu comme ça qu'on va le formuler. Donc, c'est toute une série, en fait, tous les sous-sections vont être atteignables directement par cette page-là. Donc, ce qu'on voit, c'est une série de widgets. Donc, widget, c'est pas un mot que tout le monde comprend, donc je vais l'expliquer un petit peu parce qu'on se fait des fois arrêter ici. Donc, un widget, c'est vraiment toutes les petites lignes que vous voyez en ce moment dans l'écran. C'est tous des champs personnalisables. Donc, vous allez pouvoir choisir des carrés, des ronds, etc. Et puis, vous allez surtout pouvoir choisir l'heure. Donc, évidemment, si notre objectif, c'est le réseautage, on met le bottin des participants en haut. Si on veut mettre notre programmation en valeur, on la fait monter. Donc, tous ces changements-là que vous faites dans la plateforme FanLab se font en temps réel. Donc, vous avez accès à un panneau d'administrateur qu'on appelle, dans lequel vous rentrez l'information qui apparaît en temps réel dans la plateforme. Donc, techniquement, vous êtes à 98 indépendant avec votre plateforme de faire toutes les modifications, donc même en cours d'événement, ou si, par exemple, on déploie la plateforme sur plusieurs jours, plusieurs semaines, bon, évidemment, on peut toujours aller faire ces changements-là. Donc, ça devient très intéressant parce que vous êtes indépendant de faire passer les messages que vous voulez, de bouger les widgets, par exemple, etc. Donc, on peut comparer d'ailleurs le panneau d'administrateur. Stéphane, je ne pense pas qu'il aime ça qu'on fasse ça, mais on le compare un petit peu à WordPress, mais en beaucoup plus simple. Donc, évidemment, il n'y a pas de code à faire ni rien, mais c'est vraiment juste l'idée de mettre la bonne information dans la bonne case qui vient apparaître dans notre plateforme. Donc, évidemment, tous les widgets nous permettent d'atteindre tous les sous-sections. Donc, à commencer par la programmation, qui est la prochaine slide. Donc, la programmation qui est évidemment là, dans l'événement virtuel, ça devient souvent le point focal de la plateforme. Donc, quand je parlais de permission tantôt, c'est vraiment là. Puis, bon, ça a été mentionné par Stéphane et par moi. C'est ici que ça va jouer, en fait. Donc, quand on rentre dans notre univers, évidemment, on rentre dans la plateforme, mais là où les gens vont avoir accès à différents contenus ou vont avoir des programmations différentes, c'est vraiment ici. Donc, par exemple, si moi, j'ai acheté juste un contenu, bon, j'ai juste ce contenu-là, ma programmation, versus si j'ai une journée complète de contenu, mais évidemment, j'ai accès à tout. Il y a plusieurs stratégies. Évidemment, si vous êtes dans un mode où vous avez vraiment juste un accès à votre événement, mais là, on a vraiment la bibliothèque complète des contenus. Et c'est là qu'on peut venir jouer, par exemple, avec nos tags ou nos filtres, comme on le voit. Donc, évidemment, ce qu'on voit dans le visuel, c'est des tags assez classiques, donc des types d'activités, mais ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Donc, par exemple, on pourrait aller, tous les étiquettes sont personnalisables, en fait. Donc, on pourrait aller proposer des parcours thématiques, par exemple, donc, je dis n'importe quoi, thématique intelligence artificielle, donc je viens choisir mon étiquette et puis je vais voir tous les contenus qui sont en lien avec ça. Donc, évidemment, si on est dans un événement où il y a beaucoup de contenu, mais on peut venir guider un petit peu nos utilisateurs là, de façon à ce qu'ils puissent retrouver rapidement des contenus qui leur sont pertinents ou intéressants. Évidemment, il y a aussi des filtres de date. Et puis, on peut quand même venir imposer plusieurs filtres. Là. Donc, on peut avoir des filtres de contenu, des filtres de thèmes, etc. Donc, quand on regarde notre programmation, évidemment, je reviendrai, peu importe, mais quand on regarde la programmation, évidemment, c'est une des valeurs ajoutées d'une plateforme comme ça. En réalité, chaque pièce de contenu qu'on voit à la programmation pourrait être poussée par un outil différent. Donc, évidemment, quand on parle d'une conférence, bon, c'est plutôt à sens unique. Donc, on pourrait avoir, par exemple, l'intégration d'un outil comme un Vimeo Live qui viendrait vraiment pousser le contenu à sens unique. Évidemment, quand on parle d'atelier, bon, c'est bidirectionnel dans la plateforme. Donc, on pourrait venir intégrer un autre outil, un Reflex Multiroom ou un Whereby, par exemple, donc pour pouvoir avoir ces interactions-là bidirectionnelles. Un des points, une des valeurs ajoutées de la plateforme, c'est qu'on peut vraiment créer toute cette programmation-là et puis venir en fait intégrer différents outils qui nous permettent d'avoir un flow un petit peu plus dynamique là, dans notre événement. Comme on le voit, bon, évidemment, contenu à joindre maintenant, donc des contenus en cours, des contenus à venir, et on peut aussi évidemment redéposer les contenus dans la plateforme pour qu'ils soient revisionnés, donc si vous voulez. Et puis, ça devient intéressant. Donc, en effet, quand on dit qu'on peut étirer l'espace-temps, finalement, notre événement, bon, mais ça, c'est une des stratégies. On peut dire, bon, écoute, on laisse la plateforme en ligne pour quelques jours encore après ou une semaine ou deux, peu importe, dépendamment de votre stratégie, mais pour que les gens puissent venir revisionner peut-être des contenus qu'ils auraient manqués. Donc, quand on rentre dans un contenu, on dit ça va.
Donc, quand on rentre dans un contenu plus spécifiquement, donc chacun de nos contenus, donc chacune de nos activités, de nos salles, en fait, on va rentrer dans une interface comme ça. Donc, évidemment, on voit ce qu'on voit dans l'écran, en fait, c'est un iframe. Donc, c'est vraiment là qu'on va venir pousser notre intégration. Donc, j'ai mentionné plusieurs outils tantôt. Évidemment, c'est sûr que nous, à travers notre accompagnement qu'on fait avec nos clients, bon, c'est évidemment de revoir les besoins et puis de diriger vers les bons outils. Donc, tantôt, je parlais de l'événement virtuel et des différents morceaux du casse-tête. Donc, évidemment, on avait la billetterie. On a notre environnement. Donc, Fanzab est un environnement social. Et puis, on a le troisième morceau, ce serait l'outil de web diffusion, en fait, qu'on choisit. Donc, évidemment, il y a une panoplie d'options pour une panoplie de besoins, une panoplie de budget. Donc, vraiment, puis ça va toujours dépendre des contextes. Mais on va vraiment venir pousser ça dans un iframe. Donc, la morale de l'histoire, c'est que le contenu peut être unidirectionnel, le contenu peut être bidirectionnel. Il y a vraiment une multitude de fonctionnalités qu'on peut venir ajouter en choisissant des outils spécifiques. Donc, une partie de notre travail, en fait, c'est de vous aider à trouver les bons outils, en fait, qui répondent bien à vos besoins. Donc, l'habillage, en fait, de ces contenus-là va toujours être le même. Donc, évidemment, on va avoir un titre et une description à notre contenu et puis on va avoir, quelqu'un qui vient présenter le contenu. Donc, on va avoir, par exemple, un conférencier ou un ou plusieurs, en fait, conférenciers panélistes qui vont avoir leur profil rattaché vraiment à notre pièce de contenu. Donc, en un clic, je peux aller visiter leur profil. Et puis, même chose pour vos partenaires, en fait. Donc, vous allez pouvoir avoir des partenaires qui sont présentateurs de vos contenus, un ou plusieurs partenaires. Et puis, en un clic, en fait, on va tomber dans leur profil, on va les voir un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, ça devient très vivant. Et puis, c'est vraiment une belle façon de venir les mettre en valeur, encore une fois, pour créer de la visibilité. Ce qu'on voit dans le milieu, c'est un fil de réaction. Donc, dans le fil de réaction, les gens vont pouvoir venir s'engager. Souvent, une stratégie, c'est d'avoir des animateurs de fil de réaction. Donc, évidemment, on veut que les gens s'engagent, mais souvent, il faut qu'on aille motiver les comportements. Donc, j'ouvre une parenthèse. Dans le monde virtuel, évidemment, les comportements ne sont pas aussi instinctifs que dans le monde présentiel. Donc, évidemment, encore une fois, on est là pour vous accompagner là-dedans. Donc, nous, on développe une intelligence, évidemment, parce qu'on en fait beaucoup. Et puis, on est là pour vous accompagner, par exemple, pour vous donner des petits conseils de ce type-là, à savoir, ça prend des animateurs de fil de réaction, ça prend des modérateurs de salles de réseautage, etc., pour aider peut-être des gens qui sont moins technophiles. Donc, c'est des petits conseils qu'on donne en cours de route. Donc, le fil de réaction devient un bel endroit pour que les participants puissent s'engager. Et puis, évidemment, là, on le voit, il y a une question quiz. Donc, il y a aussi des fonctionnalités pour pousser des questions quiz. On va aller chercher des opinions, on va aller chercher des réponses, peu importe. Donc, des fois, en formation continue, donc on va vraiment aller tester nos participants pour s'assurer qu'ils sont là et qu'ils écoutent. Mais c'est ça, ça peut simplement être pour aller chercher des opinions. Et puis, on peut projeter les résultats en temps réel. Donc, aussi pour faire des AGA, par exemple, ça a été utilisé plusieurs fois. Donc, c'est ça, quand il n'y a pas la question, c'est vraiment un fil de réaction. Donc là, on le voit, c'est la même interface. Donc là, notre interface sur la scène, si on veut, mais vraiment là, avec une intégration qui serait peut-être un petit peu plus bidirectionnelle. Donc, notre fameux Reflex Meeting Room, donc un de nos très bons partenaires québécois, si jamais vous voulez entendre parler un petit peu plus. Donc, pour rentrer dans les autres sections dans la plateforme, donc, vraiment, il y a un amalgame d'autres fonctionnalités là, qui vont vous permettre de venir créer cet environnement-là. À commencer par les nouvelles. Donc, aussi, une chose à savoir, en fait, c'est que, on vous présente beaucoup de fonctionnalités. Il y a plusieurs types d'expériences utilisateurs qu'on peut venir bâtir dans la plateforme. Évidemment, si vous vous dites qu'il y a une fonctionnalité, par exemple, que vous préférez ne pas activer parce qu'en fait, ça ne répond pas à un de vos besoins, puis que ça fait juste vous créer, en fait, plus de travail pour créer ces contenus-là. Évidemment, nous, il y a possibilité de désactiver certaines fonctionnalités, donc il n'y a pas de cul-de-sac à ce moment-là dans la plateforme. Je ne rentre pas dans une section qui est vide. Donc, parfois, les gens ils disent, on préfère ne pas déployer la section des nouvelles. Toutefois, la section des nouvelles est toujours très intéressante, que ce soit simplement pour aller guider, si on veut, là, nos participants, donc en donnant les grandes lignes là, de notre plateforme. Donc, pour revenir à notre section de nouvelles, évidemment, on peut mettre une multitude de nouvelles. C'est une très belle façon d'ailleurs de mettre vos partenaires en valeur. Donc, évidemment, créer des contenus, c'est quand même lourd. Mais en fait, vous pouvez travailler avec vos partenaires, puis c'est une très belle stratégie. Donc, avoir des contenus commandités, donc un partenaire qui viendrait payer en fait pour faire un article qui vient parler un petit peu de son organisation. C'est une très belle façon de venir créer des contenus. Sinon, on peut faire un appel en amont à notre événement, à nos membres ou à notre réseau. Donc, si les gens veulent venir s'engager et participer,
dans la création de contenu à déployer sur la plateforme. Donc, évidemment, on peut créer une bibliothèque assez complète d'articles et puis il y a aussi un système de filtre. Donc, on pourrait, par exemple, réutiliser les mêmes thématiques qu'on utilise dans notre programmation pour venir guider les utilisateurs là, de façon à ce qu'ils puissent cibler facilement certains contenus. Donc, on rentre dans l'interface d'une nouvelle. C'est une interface qui est relativement standard, donc assez traditionnelle. Pour le moment, c'est des nouvelles qui sont statiques. Évidemment, on travaille pour rendre ça un petit peu plus engageant, donc notamment en rajoutant des fils de réaction, encore une fois, en dessous. Donc, des fils de réaction où les gens pourraient venir commenter, s'engager, etc. Donc, ça va venir très rapidement. Nos profils conférenciers. Donc, si on se rappelle tantôt de notre fameuse interface quand on est dans un contenu, donc évidemment, il peut y avoir un ou plusieurs conférenciers, animateurs, panélistes ou peu importe comment vous les appelez, qui sont rattachés à ces contenus-là. Donc, en un clic, évidemment, on peut tomber dans leur fiche, une fiche qui est une fiche, encore une fois, standard, photo, lien vers les plateformes sociales et puis cours de description. Donc, la fiche renvoie vers l'activité renvoie vers la fiche de façon à valoriser autant le contenu que nos animateurs conférenciers. Si on continue le bottin des profils, donc on rentre dans les fonctionnalités qui sont un petit peu plus des fonctionnalités de réseautage. Donc, évidemment, pour faire une parenthèse, le réseautage, c'est une grosse composante de l'événement virtuel. C'est souvent aussi un casse-tête. Donc, évidemment, quand on parle de réseautage, il y a plusieurs façons de le mettre en place dans la plateforme. Une étant, de mettre directement dans la programmation. Donc, tantôt, on a vu une programmation, évidemment, ça peut être une suite d'ateliers et de contenu, mais on peut venir mettre dans la programmation des activités de réseautage et souvent, nous, on va conseiller, en fait, nos clients à aller, s'ils veulent encourager le réseautage, à aller mettre des activités directement dans la programmation, des activités qui seraient peut-être animées pour briser la glace, pour que les gens réalisent, en fait, qu'ils sont dans une plateforme qui est vivante, où il y a d'autres mondes. Donc, quand on brise cette barrière-là, en fait, les gens, ils comprennent que c'est un univers social, donc ils vont aller plus s'engager probablement avec les autres fonctionnalités de réseautage comme le bottin des participants. Donc, première façon de faire du réseautage animé dans des séances qui sont prévues à la programmation. Deuxième façon de faire du réseautage, là, c'est eux de façon indépendante. En fait, ils peuvent aller se retrouver les uns les autres à travers le bottin des profils. Donc, quand on pense au bottin des profils, si on avance juste un petit peu à la prochaine slide pour voir chaque profil, en fait, a une courte description, évidemment. Encore une fois, les liens vers les plateformes sociales. Et puis, une série de tags. Donc, c'est sûr que ces tags-là, tantôt, je parlais d'une stratégie où, dès la billetterie, on va chercher de l'information sur nos participants. Donc, dès la billetterie, on peut aller chercher quand même plus d'informations sur nos participants, comme une série d'intérêts ou d'objectifs qu'on viendrait préétablir. Donc, nous, on vient aspirer cette information-là dans la plateforme pour pré-populer ces profils-là et favoriser l'expérience de réseautage. Donc, évidemment, c'est à prévoir que si on ne fait pas cette petite stratégie-là ou ce petit travail-là en amont, certaines personnes vont se connecter dans la plateforme, ils n'iront pas nécessairement bonifier leur profil, donc ils n'iront pas ajouter leurs intérêts, leurs objectifs. Donc, c'est sûr que si la moitié des participants de votre événement n'ont pas des profils qui sont très complets, le réseautage au complet va en souffrir. Donc, c'est sûr qu'en prépopulant, en obligeant en fait les participants à prépopuler leur profil en laissant des informations dès l'inscription, vont bien bonifier l'expérience. Donc, les gens, évidemment, quand ils vont se connecter dans la plateforme, vont quand même pouvoir aller faire des ajustements, donc rajouter de l'information, rajouter des descriptions, une photo par exemple, d'eux directement. Donc, si on repense à notre liste, donc à notre fameuse liste du bottin, mais là, ça devient facile pour aller cibler finalement des participants spécifiques. Donc, en mettant un tag, par exemple, si moi je cherchais, je pourrais encore une fois, je vais prendre mon même exemple, mais technologie de l'information, entrepreneuriat, intelligence artificielle, puis là, je pourrais aller cibler des profils qui sont très spécifiques et complémentaires aux miens. Comme on voit, il y a une messagerie intégrée dans la plateforme. Donc, à partir de là, on peut lancer la messagerie et discuter directement dans la plateforme et peut-être convenir d'un moment où on aimerait se parler et puis on pourrait, à terme, donc d'ici fin 2020, directement lancer la vidéoconférence dans la plateforme. Donc, on ne sort pas de la plateforme et on peut se parler directement un à un par vidéoconférence. Donc, le device intelligent qu'on a mentionné à plusieurs reprises, qui est encore une fois, d'ici la fin de l'année définitivement, là, donc le chantier en fait sur lequel on travaille de façon prioritaire en ce moment. Donc, c'est peut-être notre troisième fonctionnalité de réseautage. Donc, c'est encore une fois, c'est vraiment nos espaces informels là, de discussion.
Donc, c'est une façon de donner le pouvoir à nos participants, en fait, de venir participer dans la discussion et venir proposer, en fait, des sujets aussi qu'ils voudraient discuter. Donc, que ce soit des thématiques, des problématiques ou autres, les gens peuvent venir imposer ces sujets-là et inviter les gens à s'inscrire dans leur rendez-vous. Donc, par exemple, là, je vais reprendre encore une fois mon même exemple, mais je pourrais dire, bon, quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans les plateformes événementielles virtuelles, par exemple, pour le réseautage. Donc, moi, je lance cette idée de discussion-là dans l'univers, bon, dans mon univers événementiel. Et puis, bon, je dis à telle heure, j'aimerais en parler avec tant de personnes. Donc, je vais venir poser les paramètres. Et puis, les gens vont pouvoir venir s'inscrire dans mon rendez-vous. Donc, ce que ça fait, c'est que, bon, d'une part, on collabore ensemble. Donc, on crée des mini-groupes de collaboration où tout de suite, bon, on rentre dans le vif du sujet, on parle de thématiques ou de problématiques qui vont faire avancer mutuellement toutes nos entreprises ou nous faire avancer personnellement. Mais d'autre part, évidemment, on crée des opportunités de réseautage très intéressantes là, pour les participants qui créent des liens super pertinents et durables finalement. Là. Donc, après avoir eu des conversations peut-être un petit peu plus ciblées. Donc, Si tu me permets, Marie-Lou, en fait, en complément, donc, si tu me permets en complément, en fait, ce qu'on peut faire aussi, là, on va en parler un petit peu plus loin, mais tout le côté monétisation. Donc, on peut créer aussi des espaces dédiés plus aux partenaires. Donc Deloitte, par exemple, ou une autre organisation, selon le type d'événement, si on veut que vous faites, pourrait avoir des espaces privilégiés qui pourraient être un peu mis de l'avant, si on veut, en fonction de différents paramètres, soit par l'utilisateur. Donc, l'utilisateur a des intérêts spécifiques. Par exemple, au niveau culturel, bon, on pourrait lui présenter un divan intelligent, évidemment, en fonction de ses champs d'intérêt-là. Évidemment, il y a un paquet de filtres que vous voyez, donc des filtres de tags, de nombre d'individus, parce que nous, c'est paramétré, donc on ne peut pas faire des divans intelligents de 50 personnes, donc c'est par groupe de 4. Et les heures, évidemment, donc selon nos disponibilités, etc. Donc, c'est ça mon point, c'est juste ce que je voulais ajouter, c'est plus au niveau d'ajouter, si on veut, des acteurs qui pourraient payer pour être présents ou des partenaires ou différents espaces qui sont dédiés à vos objectifs, à vous comme organisateur de l'événement. C'est ça, évidemment, c'est ça. C'est sûr que la fonctionnalité, à la base, bon, elle a été réfléchie pour donner un petit peu le pouvoir collaboratif finalement à nos participants, mais évidemment, bon, c'est pas exclu qu'en tant qu'organisation, vous pouvez venir poser des sujets, des fois, ne serait-ce que pour partir la roue, donc pour déjeuner nos participants. Mais aussi, bon, évidemment, si vous voulez avoir des ateliers thématiques ou autres qui passent à travers cette fonctionnalité-là, ça peut être très intéressant. Et encore une fois, vos partenaires, évidemment, peuvent faire de même. Donc, on peut avoir un Deloitte ou peu importe quelle organisation qui propose de venir animer un divan ou deux ou trois. Donc, des fois, ça peut être une très belle façon aussi de les attirer, donc de façon à ce qu'ils participent là, en tant que partenaire dans vos événements virtuels. Super. Donc, l'interface du... Pour la création, c'est ça. En fait, si tu me permets, Marie-Lou, c'est ça. C'est que là, évidemment, là, on a deux options là-dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait magasiner, entre guillemets, les divans intelligents qui sont disponibles, donc les espaces de discussion qui sont disponibles à chacun des participants. Mais on voit, il y a un gros bouton en haut. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, non, j'ai vraiment le goût d'être plus proactif. Donc, moi, je suis un créateur, je suis un leader, etc. Donc, je vais en créer un moi-même. Donc, évidemment, la personne crée son divan intelligent. Puis, évidemment, il y a toute une mécanique très simple, en fait, pour le créer jusqu'au où et quand, si on veut. Puis évidemment, dans certains cas, éventuellement, on va pouvoir penser à des divans intelligents qui sont hybrides, dans lesquels, par un ensemble de technologies dans lesquelles on va se connecter, pourrait détecter, si on veut, la présence physique, si on veut, de quelqu'un qui parle. Donc, c'est des technologies qui existent, qui commencent à se répandre à vitesse grand V. Donc, on pourrait évidemment détecter dans une salle d'individus, par exemple, en présentiel, 5 individus qui sont en présentiel et 3 en virtuel, par exemple. Et là, on pourrait détecter la personne qui parle, si on veut, directement. Le point ici, c'est de dire, ça, c'est l'interface, si on veut, pour configurer, si on veut, son espace et le soumettre, si on veut, à la communauté. Je laisse aller, Marie-Lou. Super. Génial. Donc, encore une fois, une autre interface du divan intelligent. C'est ça. Puis évidemment, comme c'est du magasinage, excuse-moi, Marie-Lou, comme c'est du magasinage, on vient magasiner ces thèmes et tout ça, c'est intéressant de voir qui est-ce qui est inscrit. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement s'inscrire sans voir qui va participer, tout ça, parce que peut-être qu'on va je ne sais pas, je réfléchis à voir, mais ça peut arriver que quelqu'un, un représentant d'une compagnie X, veulent pousser son produit ou vendre son produit. Ce n'est pas nécessairement souhaitable, mais c'est sûr qu'il y en a qui le font. Mais l'idée ici, c'est de dire, moi, je vais magasiner, je viens voir ma fiche, un peu comme un événement Facebook. Je viens voir les principales caractéristiques, les tags, les individus qui sont associés et je pourrais moi-même inviter un participant. Oh, ça, c'est intéressant. Je connais un tel que j'ai parlé, si on veut, à l'événement d'hier. Je suis sûr que ça va l'intéresser.
Donc, je vais l'inviter directement à joindre le divan et la personne va recevoir dans ses notifications une invitation, si on veut, pour joindre ce divan de manière spécifique. Donc, c'est vraiment… Évidemment, là, on voit qu'il y a un décompte en haut à gauche. Donc, le décompte dit, OK, c'est beau, il reste 29 minutes pour vous permettre de vous inscrire. Donc, le divan va commencer dans 29 minutes. Donc, après ça, ce qui se passe, c'est que là, il y a un bouton, si on veut, pour joindre l'espace de conversation, qui est un espace, évidemment, en vidéo meeting qui permet aux gens d'interagir entre eux, qui va durer selon des éléments paramétrables que vous pouvez déterminer. Donc, ça peut être une courte rencontre de 15 minutes, 30 minutes, voire même 45 minutes. Mais ça, vous pouvez les paramétrer vous-même parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas nécessairement de contaminer, si on veut, ou de cannibaliser, si on veut, la programmation de votre événement. C'est plutôt pour combler ou enrichir, si on veut, des temps morts, puis enrichir, si on veut, l'expérience sur le plan de l'espace-temps, comme le disait tantôt Marie. C'est bon? Génial. Oui, super. Super. Donc évidemment, bon, on a couvert sensiblement une bonne partie de la portion réseautage, bon, qui est le deuxième point de valeur, finalement, d'une plateforme un petit peu plus complexe, donc un environnement social événementiel comme ça. Je dirais qu'un des autres points de valeur importants, évidemment, on l'a mentionné et on va l'approfondir un petit peu, c'est les fameux nouveaux canaux de visibilité pour nos partenaires et puis, en fait, plutôt comment vous pouvez vous monétiser, vous, en tant qu'organisation. Donc, je pense que probablement que vous êtes bien intéressés. Évidemment, ça va passer à travers deux modules là, qui sont vraiment les modules principaux pour venir mettre en valeur nos partenaires. Donc, le premier étant le module des partenaires. Donc, on va les retrouver dans un mode liste où on va pouvoir venir faire une classification. Donc, évidemment, ce qu'on voit dans l'interface en ce moment, c'est une classification qui est un petit peu plus traditionnelle, évidemment hors argent. Évidemment, ça c'est 100% personnalisable par vous. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses dans la plateforme qui sont personnalisables aussi. Donc, on pourrait, par exemple, venir faire des catégories de participants, de partenaires plutôt. Donc, on a mentionné déjà notre collaboration avec la Chambre de commerce de Montréal. Donc, je vais y revenir juste parce que c'est assez intéressant. Eux, ils ont peut-être, honnêtement, ils doivent avoir une centaine en montant de partenaires. Donc, évidemment, il y a toute une stratégie de catégorisation de ces partenaires-là de façon à ce que, encore une fois, mon utilisateur, quand il se promène dans la plateforme, il puisse facilement aller cibler des profils qui l'intéressent, en fait. Donc, on le voit un petit peu ici, là, évidemment, il y a aussi un code de couleurs qui sont toutes des couleurs, évidemment, qui sont personnalisables pour respecter les chartes de vos organisations. En termes rapidement, avec un système, on va avoir un système de recherche et un système de filtre aussi. Donc, par exemple, on pourrait venir apposer 1, 2 ou 3 filtres et puis vraiment aller cibler des partenaires spécifiques. Donc, quand on rentre dans une fiche de partenaire, évidemment, on a toute l'information de base. Donc, bon, un visuel, un logo, une courte description, évidemment, des liens vers les plateformes sociales, un lien vers le site Internet où on peut souvent, en fait, ce qu'on conseille, c'est peut-être une landing page qui est spécifique à votre événement, donc que vos partenaires aient des landing pages, bon, sachant que le lien vient de votre événement, de façon à passer un message spécifique. Donc, autant pour eux que pour vos utilisateurs, ça fait une belle continuité. Et évidemment, un bouton d'appel à discuter. Donc, le participant peut, en un clic, vraiment aller solliciter votre partenaire et puis demander une discussion. Donc, encore une fois, si on revient à notre interface de tantôt, notre fameuse interface sur la scène, là, donc on avait un bouton qui nous renvoyait vers un conférencier, on avait des boutons qui nous renvoyaient vers des partenaires. Donc, un partenaire présentateur pourrait, en un clic, en fait, le participant pourrait, en un clic, se retrouver dans la fiche du partenaire présentateur de notre événement et puis tout de suite aller discuter. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant parce que là, on a on met vraiment, c'est pas juste la visibilité, en fait, on met vraiment notre partenaire directement en contact là, avec nos participants. Donc, petite parenthèse, évidemment, là, on vous a balancé des logos, il y a des logos dans tous nos visuels. Il y a beaucoup de façons de venir pousser les logos. Donc, c'est pourquoi j'en parle ici, c'est que ça va vraiment partir du module des partenaires, en fait. Ce n'est pas un hasard de la façon dont les logos sortent dans la plateforme. En fait, on va venir établir des scores à ces logos-là. Donc, on pourrait, par exemple, avoir un partenaire principal qui a son logo qui sort dans toutes les pages en tout temps. Et puis, on pourrait avoir le reste de nos partenaires qui sont, par exemple, peut-être des partenaires tous au même niveau. Et puis, ça, ce serait vraiment de façon aléatoire. Donc, à chaque fois qu'on rafraîchit une page, donc les logos changeraient. Par exemple, on pourrait avoir tous nos partenaires égaux et puis que tout soit aléatoire. On pourrait avoir 3 partenaires principaux. Donc, vraiment, on va venir quand même contrôler là, la façon dont les logos vont venir
être poussé dans la plateforme à différents endroits là, de façon à donner la bonne visibilité à nos bons partenaires et puis pouvoir faire des classifications aussi. Donc, parenthèse étant finie, le deuxième module, finalement, vraiment pour mettre en valeur nos partenaires, c'est le kiosque interactif. Donc, contrairement à la page partenaire, bon, ça va être un endroit qui va être beaucoup plus interactif où vos partenaires vont pouvoir avoir encore plus de contact avec vos participants. Donc, évidemment, on va retrouver toutes les mêmes informations de base, les logos, etc. Lien vers plateforme sociale. Donc, là où ça va se différencier un peu, c'est qu'on va avoir des représentants spécifiques. Donc, on peut avoir jusqu'à 15 représentants, en fait, qui sont là pour répondre aux questions des partenaires, des participants. Donc, je suis un participant, j'arrive dans une page, un kiosque, et puis j'ai une liste de tous les représentants avec, par exemple, leur poste ou c'est ça, leur rôle dans la compagnie. Donc, je peux vraiment les cibler le bon représentant selon mes besoins. Et puis, je peux aussi, en un clic, aller voir leur profil. Donc, c'est sûr que les organisations peuvent faire passer encore plus d'informations à travers les pages personnelles de tous leurs représentants, donc qui peuvent être consultés directement à partir des pages kiosques. Petite parenthèse, donc je disais que nos contenus peuvent renvoyer vers des pages partenaires. Les contenus peuvent aussi renvoyer vers des pages kiosques, on se le fait souvent demander. Évidemment, si vous avez un partenaire qui a un kiosque, on va favoriser le kiosque. Et puis, c'est ça l'idée d'ailleurs de tous les boutons, c'est que bon, les gens puissent passer facilement d'une section à l'autre, puis qu'il y ait un bon flow d'utilisation. Donc, évidemment, on peut aller cibler des représentants spécifiques d'une organisation. Ensuite, l'organisation peut avoir une petite programmation personnelle, en fait, à même sa page. Donc, ils vont pouvoir venir, par exemple, organiser des démonstrations de produits, peut-être des ateliers, donc des ateliers spécifiques avec les participants. Ils pourraient même aller organiser des 5 à 7 s'ils le voulaient. Donc, en réalité, ils ont vraiment leur petite programmation qui leur appartient dans leur page. Donc, ils vont pouvoir venir mettre leurs événements en liste. Si on descend dans... Oui, vas-y. Si tu me permets, juste une parenthèse avant de descendre, avant d'aller plus loin dans la page, parce qu'on est tous super contents de voir ça, mais tout ça pour dire que dans d'autres types de contextes, je vous permets d'ouvrir la parenthèse parce que c'est important, mais dans des contextes où, par exemple, vous vouliez étendre en mode multi-événement ou en mode communauté, mais ces pages-là pourraient, là, on dit kiosque interactif, mais on s'entend que c'est un micro-site web si on va à l'intérieur d'un environnement. Donc, l'environnement peut être événementiel, mais pourrait être multi-événement. Donc, on pourrait dire, on veut valoriser, par exemple, tous nos partenaires, nos membres corporatifs, par exemple. Donc, on pourrait faire des fiches, des kiosques ou des fiches entreprises, par exemple. Donc, par exemple, on a des gens dans le secteur éducatif. Donc, dans l'éducation, évidemment, il y a toutes sortes de services qui peuvent être présentés aux étudiants ou à l'ensemble de la communauté étudiante, si on veut. Bien là, on pourrait dire, OK, ça, c'est pas juste un kiosque, c'est pratiquement un microsite dans lequel chacun des acteurs, les associations étudiantes et tout ça sont là-dedans. Donc, ça a une pérennité, si on veut, dans le temps. Donc quand vous pensez kiosque, ne pensez pas juste kiosque, montage, démontage. Donc, ça pourrait vraiment être établi, si on veut, sur une perspective plus à plus long terme, si on veut, dans un cadre de multi-événements ou de communauté. C'est juste une parenthèse. Super. Donc, on déroule. On déroule. Donc, on a descendu la page, comme vous avez vu, ça s'est fait en un clin d'œil. Super. Donc, évidemment, quand on descend dans la page, donc, juste en dessous de notre programmation, on retrouve notre série de produits. Donc, on peut venir apposer une série de produits avec des images. Donc, une image, une courte description. Donc, on a un clic. En fait, on peut se retrouver directement dans une boutique en ligne et puis faire un achat. Donc, c'est une très belle façon, encore une fois, de vendre ces espaces-là, finalement, à vos partenaires si ça s'applique, en fait. Donc, vraiment pouvoir aller générer des achats là, vraiment rapidement. Donc, liste de peut-être une parenthèse, Marie-Lou, si tu me permets. Merci pour ta gentillesse. Je t'ai coupé un petit peu, je m'en excuse. Mais dans le fond, ça pourrait être des produits, mais aussi ça pourrait être on a vu des clients en fait qui vont mettre valoriser, par exemple, des événements, pas des événements, mais une programmation hors de l'événement. Donc, par exemple, ils vont dire il y a un webinaire, il y a un colloque, il y a un ci, il y a ça. Donc, vous pourriez, au lieu de penser produit, vous pourriez penser, OK, moi, je veux vraiment que dans le fond, toute ma programmation, si on veut, donc, je suis par exemple à la Chambre de commerce ou j'essaie de trouver un exemple probant, mais je suis dans une organisation où il y a un lot d'individus en fait qui sont dans lequel j'ai besoin d'attirer leur attention, mais pour capter leur attention, évidemment, j'aimerais ça les engager, donc leur permettre de s'inscrire à une activité qui est hors cadre. Donc, on pourrait décider, bon, la fiche fromage bleu, mais pourrait être
le webinaire sur l'intelligence collective ou la sécurité informatique. Et les gens, en cliquant sur ça, vont voir la fiche pour aller s'inscrire, mais sur votre site à vous ou sur la billetterie quelconque. Donc, ça pourrait être une autre façon, si on veut, d'aménager l'espace. C'est vraiment assez malléable. C'est ça. Ben, pour faire peut-être un petit peu de pouce sur ce que Stéphane dit, évidemment, on vous présente la plateforme. Puis là, c'est une présentation qui est relativement générique, évidemment, parce qu'on est beaucoup, on vous présente la plateforme d'une certaine façon, mais en réalité, les possibilités avec la plateforme vont aussi loin que votre créativité. Donc, quand, par exemple, on dit, bon, on va vers une boutique en ligne, en réalité, c'est parce qu'on a un lien URL qui est inséré derrière notre bouton. Donc, à partir du moment où on sait que c'est en fait juste un renvoi vers une autre page, on a en gros, comme Stéphane dit, une image avec une courte description qui renvoie vers une programmation qui renvoie vers une autre page. Donc, vraiment, on peut être très créatif avec ça. Puis, je pense que c'est là aussi que l'accompagnement de Fanzab devient intéressant. Donc, quand on travaille avec nos clients, bien évidemment, on met tous les besoins sur la table et puis on réfléchit à ces expériences utilisateurs-là. Donc, d'une plateforme à l'autre, c'est très, très, très différent ce qu'on crée comme environnement parce qu'on va toujours répondre aux besoins. Donc, c'est ça, il ne faut pas s'arrêter nécessairement à comment. Donc, le kiosque n'est pas juste un kiosque, peut devenir un univers. Donc, un microsite, un petit peu comme on disait. Donc, il y a aussi tous les boutons, en fait, qui renvoient vers l'extérieur, peuvent renvoyer vers n'importe quel type de landing page, site Internet ou autre. Donc, c'est ça, il faut être créatif puis voir un petit peu plus loin. Là, mais on est là aussi pour vous accompagner là-dedans à toutes les étapes. Donc, Stéphane? Parce que je veux dire, c'est qu'il nous reste quelques minutes, voire pas beaucoup de temps. Donc, va passer dans un mode deuxième vitesse. Ah, mais c'est ça. Mais si tu me permets, je vais prendre la pause là-dessus. Mais en fait, les chantiers, j'imagine que c'est à mon tour, Marie-Lou, donc ça donne bien. Les chantiers, en fait, sur lesquels on travaille, des gros chantiers d'innovation, c'est des recherches d'expériences immersives dans lesquelles les gens vont pouvoir entrer sur des stages virtuels. Donc, on a vu, par exemple, un show de Arcade Fire, je crois que c'est Arcade Fire qui a été fait, je suis plus certain, qui a été fait vraiment 100% dans un environnement 3D dans lequel on vient digitaliser, si on veut, les individus, en fait, qui embarquent sur le stage dans des environnements 100% 3D. Donc, ça, c'est un exemple de Samsung. On en a fait une expérience, si on veut, avec le gala des Numix, avec Float 4. Float 4 a piloté, si on veut, toute l'expérience 3D, donc des stages dans lesquels l'individu ne peut pas se promener, mais dans lesquels, comment dire, la scénographie, on peut se promener de stage en stage dans leur cas à eux pour présenter, si on veut, des prix. Donc, c'est un gala, mais on pourrait faire ça avec un festival, toutes formes d'expériences qui requiert beaucoup d'espace ou un band. On pourrait décider, on fait un show, on rassemble des musiciens partout à travers le monde, mais au lieu d'être un à côté de l'autre, ils sont pas là ensemble physiquement, mais sont ensemble sur un stage virtuel. Dans ce cas-ci, évidemment, ça peut être une plénière dans laquelle on voit des présentations PowerPoint, etc., puis on peut voir des individus qui sont diffusés dans des caméras. Donc, c'est vraiment une gestion et de caméra, mais aussi une numérisation 3D, si on veut, d'un individu qui vient s'apposer là-dedans. Donc, l'idée, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est de créer des expériences préformatées pour permettre de rendre ça accessible à nos clients. Puis évidemment, on pourra penser à du sur-mesure pour des expériences plus grandioses. Ça, c'est l'expérience qui a été faite avec les Numix de XN Québec, qui a très bien fonctionné, en fait, qui n'a été pas diffusé dans notre plateforme, mais diffusé, si on veut, sur Facebook Live, mais dans lequel, nous, c'est un feed vidéo, dans le fond, qu'on vient intégrer là-dedans. Donc, on a un très, très gros chantier qui s'en vient par rapport à ça pour vraiment amplifier l'engagement, ajouter des couches de gamification à l'intérieur, si on veut, de l'expérience. Puis pour finir, en fait, j'imagine que Marie-Lou, tu peux en parler beaucoup plus que moi, mieux que moi, mais je vais le terminer. Mais en gros, évidemment, on a tout l'ensemble de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et seamless, si on veut, du côté mobile. Fait que ce qui est le fun, c'est que quand vous allez penser éventuellement aux événements mobiles ou hybrides, si on veut, bien là, vous allez pouvoir penser, OK, avoir une option expérience mobile, activer ou désactiver, si on veut, dans un horizon de temps où nous, il faut se préparer, évidemment. Mais ça vous donne cette option-là dans le couteau suisse, si on veut, d'engagement de vos participants, parce qu'on veut évidemment que tout le monde, le défi dans les expériences hybrides, ça va être que tout le monde puisse se connecter puis vivre jusqu'à un certain niveau une expérience commune, si on veut, connecter ensemble. On a plusieurs partenariats, donc des connexions, si on veut, avec des systèmes établis. Évidemment, je vois Espace au BNL en haut à droite. On a des partenariats établis, si on veut, ou des gens qui vont distribuer nos produits, notamment sur le tech, mais plein de joueurs complémentaires, nos TVGO, des gens qui viennent connecter, si on veut, nos systèmes, des partenaires institutionnels là-haut, puis il y a un petit problème d'animation. Et je vois Marie-Hélène qui est là, donc c'est le temps de finir. Puis on a évidemment beaucoup de beaux clients post-COVID. Donc c'est tout. Merci Marie-Hélène. Merci tout le monde. Merci Marie-Lou. Je ne voulais pas vous mettre une si grosse pression, là, mais non, oui, on a quelques... Oui, merci beaucoup à vous deux. On a quelques questions et dans le chat et dans la section questions et réponses. Si vous voulez, je peux vous les lire. Puis peut-être que vous y avez déjà répondu, mais vous pourrez élaborer. Là, il y en a qui sont plus. Donc,
Attends, oups. J'essaie d'ouvrir le... Pourquoi j'ai de la misère avec ma section questions et réponses? J'ai été sous les yeux. Bon, ben vas-y, Marie-Lou, t'as autant l'habitude que moi. Ouais. C'est toi, Marie-Lou, vas-y. Merci, Marie-Hélène. Oui, merci, Marianne. Donc Ariane Brisson demandait qu'est-ce que vous voulez dire par la plateforme, le reconnaît déjà, donc c'est moi qui ai dit ça. Donc, c'est vrai, des fois, on parle puis on réalise pas que c'est pas... mais en fait, l'idée, c'est que quand le participant va s'inscrire à travers votre billetterie, donc là, je vais prendre un exemple au hasard, là, mais par exemple, si on parle de la billetterie Point de vente, donc le participant va s'inscrire, Point de vente va laisser des traces d'informations, donc évidemment, vous allez monter un système d'inscription en fonction de vos besoins pour aller recueillir certaines informations. Ce que notre système va faire, en fait, c'est qu'on va aller importer dans un premier temps, on va aller importer manuellement, éventuellement, avoir vraiment des pompes qui vont aller aspirer la donnée au complet. En fait, on va aller chercher toute la donnée qui a été laissée à la billetterie pour créer ces profils-là. Donc, ce que notre plateforme va envoyer, c'est des accès à tout le monde. Donc, tout le monde qui est inscrit à la billetterie vont recevoir un accès pour se connecter dans la plateforme. Donc, avec leur adresse courriel et un mot de passe qui est généré par le système, ils vont pouvoir se connecter pour une première fois. Donc, quand ils vont se connecter pour la première fois dans la plateforme, en réalité, toute l'information qui a été aspirée de la billetterie va déjà être là. Donc, le participant ne doit pas repasser à travers un système d'inscription quand il arrive dans la plateforme. En fait, la plateforme le reconnaît déjà, donc d'où le pourquoi la plateforme le reconnaît déjà. Donc, par exemple, moi, ma plateforme me dirait « Bonjour Marie-Lou ». Si j'allais dans mon profil, je verrais, bon, peut-être qu'il y a déjà 3-4 informations que j'avais laissées à la billetterie qui apparaissent déjà. Et à partir de là, je peux aller décider de bonifier mon profil. Mais même si je ne bonifie pas mon profil, en fait, j'ai déjà un profil dans la plateforme. Et en fait, ça fait en sorte que quand je me connecte pour la première fois, je peux déjà aller m'engager avec les contenus et je ne passe pas par une autre friction supplémentaire de devoir repasser à travers un système d'inscription. Et puis, en complément, Marie-Lou, très brièvement, en fait, c'est là, on a une opportunité d'ajouter des tags. Donc, pour le réseautage, d'enrichir les profils, donc ajouter des choix, si on veut, aux utilisateurs à travers la billetterie ou à travers votre base de données. Si on veut même leur demander d'uploader leur propre photo, comme ça, quand ils arrivent, déjà, la photo est là, ils ont déjà un profil accessible, donc ça vient faciliter, si on veut, le réseautage. Et c'est ça, mettre une petite biographie et tout ça. Fait que tout ça pour dire que plus on les prépare en amont, mieux c'est. Donc, il y a moins de stress, si on veut, au départ. Quand l'événement débute, puis ils sont plus prêts, si on veut, entre guillemets, à partir le réseautage. Super. C'est ça. Exactement. Donc, c'est toujours de trouver le juste milieu entre ne pas demander trop d'informations, mais en trouver assez, c'est ça, pour ne pas décourager les gens de l'inscription, mais en fait aussi quand même d'aller chercher de l'information, qui est aussi en fait de la donnée qui est très pertinente pour vos organisations d'ailleurs. Donc, vous allez pouvoir rapatrier et FANSAB n'utilise pas de données aucunement de vos participants. Donc, Ariane Brisson qui nous a envoyé une autre question. Donc, est-ce que le participant peut se connecter avec son compte Facebook? Malheureusement, non, à ce stade-ci. C'est vraiment une inscription. C'est des questions de sécurité, Marie-Lou, si tu me permets, en fait. C'est que nous, toutes les plateformes tiers, en fait, dans le fond, l'idée, c'est qu'on peut venir aspirer de l'information des profils, notamment avec LinkedIn. Mais la connexion, dans le fond, comme l'information vous appartient, puis nous, on respecte les critères, les plus hauts critères, parce qu'on travaille notamment avec le gouvernement, les plus hauts critères de sécurité d'information de données, etc. On ne veut pas donner, on n'offre pas, si on veut, comment dire, pas qu'on ne veut pas le faire, on va le faire juste de façon unidirectionnelle, c'est-à-dire nous, on va aspirer de l'information, mais on ne veut pas que le système interagisse, qu'il authentifie un individu à partir d'un système comme Facebook Connect, parce que justement, nous, on n'est pas anti-Facebook, mais pas loin, dans le sens qu'il y a eu tellement de scandales avec les données qu'on veut limiter, si on veut, les interactions avec ces systèmes-là. Mais c'est clair que nous, c'est ça, c'est dans le fond, la clé, c'est toujours un user password, c'est-à-dire le user, c'est l'adresse courriel. Pourquoi? Parce que toutes les séquences de courriel, l'invitation, quand on va envoyer des notifications, mon programme, etc., bien, va se faire, si on veut, par le courriel. Donc, on ne veut pas nécessairement on veut absolument, si on veut avoir l'adresse courriel officielle de l'inscription pour qu'il y ait un seul canal d'information officiel. Super. Super. Donc, Nathalie Blais demandait s'il y a, par exemple, 200 participants, est-ce que la conférence s'effectue seulement dans une salle ou cela peut être divisé en 2 salles? En réalité, le nombre de participants n'a aucune incidence sur les salles. En fait, par exemple, là, je vais vous donner un exemple de programmation. Par exemple, je pourrais avoir mon première activité à la programmation qui est le mot bienvenue. Donc, nos 200 participants sont là-dedans. Puis après ça, bien, je pourrais avoir 2 ateliers qui sont en simultané. Donc, je peux avoir un atelier sur une thématique, un atelier sur l'autre thématique. Et là, on donne le choix à nos participants d'aller dans un ou dans l'autre. Donc là, j'aurais mes 200 qui se séparaient. Puis là, j'ai une autre activité, une autre plénière principale. Donc, mes 200 viennent dans...
dans la même activité. Donc, en réalité, le flow de l'événement est vraiment par activité à votre programmation et non le nombre de participants. Donc, ça va vraiment dépendre. Est-ce que, par exemple, vous avez vendu, par exemple, des contenus à la carte. Bien là, évidemment, les gens vont avoir dans leur programmation simplement les contenus qu'ils ont achetés. Donc, en réalité, le nombre de participants n'a pas d'incidence, sauf sur la technologie de web diffusion choisie. Par exemple, si on vient intégrer un Whereby, donc Whereby, c'est un bel exemple, il y a une limite de 50 personnes dans l'atelier. Donc, évidemment, là, on ne pourrait pas avoir plus que 50 personnes. Donc, c'est sûr que si on a 200 personnes, il faudrait prévoir 4 ateliers différents parce qu'il y a une limite technologique. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait choisir un autre outil, par exemple. Donc, c'est toutes des petites réflexions qu'on fait en cours de route, mais c'est ça, en réalité, le nombre de participants n'a pas d'incidence. 200 participants, c'est un relativement petit événement. Je le dis pas, mais c'est ça, tu sais, des fois, c'est sûr que quand on commence à avoir des 4-5 000 personnes sur la plateforme, c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu plus là, aux limites technologiques, des fois, quand on a autant de gens dans une plateforme. Stéphane, ça faisait le tour? Parfait. Ah non, mais moi ça va. C'est plus, est-ce que j'imagine qu'il y a d'autres questions qui Ouais. flottent dans le chat? Est-ce que la plateforme peut être offerte en plusieurs langues? Est-ce que les participants peuvent choisir différentes langues d'affichage? Oui, à 100%. Donc, en ce moment, anglais, français et avec une traduction espagnole qui s'en vient très rapidement. Donc, pour un projet qu'on a, entre autres, avec une organisation au Texas. OK, une longue question. Donc, si dans le cadre de notre événement, nous voulons diffuser une présentation live, inclure également des témoignages enregistrés. Oui, c'est vrai, hein, je suis passée un petit peu rapidement, j'ai vu la question tantôt. Est-ce que votre plateforme permet de faire facilement sans que... Oui, exactement. Super, puis il y a une mise en contexte. Pouvons-nous également voir les participants ouvrir le micro? OK, il y a plusieurs questions. Donc, je vais répondre à la première, qui est le live versus le préenregistré. Donc, quand on revient à notre programmation, donc si on se la réimagine dans notre tête, donc c'est toute une série d'activités. Chaque activité, comme je disais, est poussée par un flux différent. On pourrait, par exemple, avoir dans notre programmation des préenregistrés, puis après ça, on pourrait avoir un live, puis après ça, on pourrait avoir un atelier. Donc, oui, en fait, c'est très possible d'avoir autant du préenregistré que du live. Souvent, ça vient alléger peut-être l'organisation d'événements virtuels, d'avoir un hybride entre les deux, là, surtout si vos ressources sont peut-être un petit peu plus limitées ou que vous n'avez pas nécessairement des compagnies de production parce que, bon, le quatrième morceau auquel on n'est pas venu, c'est la fameuse production. Donc, évidemment, qui dit live, qui dit contenu, c'est ça qu'on diffuse. Souvent dit une certaine production derrière ça, des fois en studio ou autre. Donc, oui, le hybride entre le préenregistré et le live est facile à faire. Ça va devenir sous forme d'activité. Donc, par exemple, si on vient à notre interface, on viendrait pousser notre contenu préenregistré sous forme de faux live. Et puis, on pourrait, par exemple, avoir un animateur de fil de réaction. Donc, on peut quand même générer beaucoup d'engagement autour d'un contenu qui est préenregistré. C'est pas juste un contenu qui est passif. On pourrait avoir un commanditaire, encore une fois, un conférencier, etc. Tu me permets, Marie-Lou, peut-être de faire une parenthèse, mais comme on travaille avec des différents types de systèmes, dont des systèmes de type hybride entre la régie télé et, donc je pense à Reflex, la régie télé et l'interaction multicaméra, si on va partir des écrans d'ordinateur, mais on pourrait penser, par exemple, à une composante, il y a du préenregistré, donc dans le même feed vidéo, on a du préenregistré qui roule et tout ça. Là, il y a un animateur qui prend le relais tout de suite après, qui passe en live. Après ça, on invite des gens sur la scène, etc., pour venir parler d'une discussion. Puis après ça, retomber tout de suite dans un environnement plus préenregistré avec des capsules partenaires, etc. Donc, tout cet assemblage-là est tout à fait possible dans notre environnement, au-delà de la programmation découpée par type de feed. Donc, on pourrait le pousser directement dans une seule et même, si on veut, rencontre. Mm-hmm. C'est ça, puis c'est un petit peu ce qui suivait. Donc, pouvons-nous également voir les participants et ouvrir leur micro webcam sur la scène? Donc, exactement. Donc, c'est ce que Stéphane disait. Donc, on l'a mentionné à plusieurs reprises. On a autant que les plateformes événementielles, donc évidemment, sont en montée, bien évidemment, autant que les outils de web diffusion aussi se développent très rapidement. Donc, on a maintenant des outils qui ont des régies virtuelles où, en réalité, on peut avoir tous nos panélistes qui sont un petit peu comme quand on regarde les nouvelles. En fait, là, on a notre animateur des nouvelles, l'écran se divise en deux, en quatre. Là, on peut amener plein de gens qui ne sont pas ensemble nécessairement. Donc, pour créer quelque chose de très immersif. Donc, on a comme des régies virtuelles, puis on peut même faire appel à nos téléspectateurs, en fait, pas nos téléspectateurs, mais nos participants ou nos utilisateurs, s'ils veulent venir dans le contenu. Donc, ils pourraient faire appel à venir dans le contenu, un peu comme quand on fait des lignes ouvertes. J'écoute pas assez à la télé, je n'ai même pas de référence, mais les lignes ouvertes, bref, quelqu'un appellerait, puis là, ben, il tombe dans la régie. Donc, on peut lui dire, bon, évidemment, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce qu'on a envie de te mettre en onde ou non? Et puis, on peut tester la connexion Internet, la caméra, le micro, par exemple, donc dans notre régie virtuelle.
Et puis, envoyer notre participant en ondes, par exemple, pour qu'il fasse une intervention. Donc, Mélanie, c'est toutes des choses qui sont possibles. Je t'invite à chercher peut-être rapidement Réflexe Interaction, un de nos très bons partenaires de web diffusion québécois là, qui ont une super solution pour ce type de besoins-là. Les salles, y a-t-il un nombre limité de personnes par salle avec micro webcam ouverte? Donc, ça revient un petit peu à l'idée de ça dépend de la technologie qu'on choisit. Par exemple, il y aurait une limite de 50 personnes dans la salle, 12 caméras ouvertes. Si on choisit un autre outil, les limites changent aussi. Est-ce que les gens doivent mettre leur profil au moment de l'inscription ou à n'importe quel moment? Ce qui est obligatoire, en fait, de l'inscription, c'est un nom, prénom et adresse courriel. En réalité, c'est assez minime. Puis ça revient un petit peu, on y a répondu, à aller chercher le plus d'informations possible là, pour le faire, pour prépopuler les profils, mais ce n'est pas obligatoire. Pouvez-vous accepter les inscriptions faites à partir de la plateforme Yapla? Donc, oui, en fait, l'idée, c'est qu'on se connecte rapidement. Donc, Yapla, qui sont encore une fois des partenaires, des amis. L'idée, c'est qu'à terme, donc dans l'année 2021, qu'on connecte à 100% nos systèmes, donc pour que les deux systèmes communiquent. Ce qui est chez Yapla va dans notre système, ce qui est mis dans notre système va chez Yapla. Donc, vraiment avoir des systèmes qui se communiquent, surtout quand on a des plateformes en mode communauté pour gérer, par exemple, la question des membres, non-membres, mais les accès à notre plateforme aussi là, en fonction de, c'est ça, des memberships. Est-ce qu'il est possible de recevoir des statistiques, soit pour chaque événement ou pour la plateforme en général, le nombre de clics sur un partenaire conférencier? Oui, définitivement. En ce moment, on travaille surtout avec Google Analytics, donc on va venir créer ces rapports-là de cette façon-là. Et puis, évidemment, on développe un système propre là, pour aller chercher encore plus de données en temps réel, etc. Donc, c'est un gros chantier aussi, mais définitivement un chantier prioritaire. Comment peut-on limiter les inscriptions seulement aux membres de notre association? Bonne question. Donc, bonne question. Évidemment, l'inscription va passer à travers un système tiers. Donc, évidemment, ce serait simplement probablement dans un courrier qui est juste partagé avec les membres de votre association. Mais c'est ça. Peut-être, Stéphane, tu voudrais faire du pouce là-dessus, mais ce serait... En fait, peut-être, ce que j'allais dire, c'est que peut-être parler plus de la gestion des accès. Donc, gestion des accès membres, non-membres et tout ça. Donc, au-delà de la billetterie, on peut parler plus spécifiquement des membres, non-membres. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. En effet, c'est un bon point. Par exemple, on pourrait avoir tous nos membres dans notre plateforme si on déploie la plateforme. Puis évidemment, on vous l'a présenté vraiment en mode événementiel. Mais il y a possibilité de déployer la plateforme en fait à l'année longue, puis de dire écoute, nous on ne fait pas des événements arrêtés dans le temps, mais nous on déploie à chaque 2 semaines un webinaire, à chaque semaine un article, etc. Fait que là, on a vraiment une communauté en fait. C'est là qu'on fait la distinction entre une communauté intelligente ou une communauté durable et puis une communauté événementielle, donc une communauté événementielle qui serait plus arrêtée dans le temps. Donc, si on a une communauté durable, en fait, évidemment, on pourrait avoir nos membres qui ont accès à plus de choses que les autres. Donc, par exemple, l'univers au complet pourrait être là pour nos membres, où ils pourraient interagir les uns avec les autres, réseauter, par exemple, les membres de votre association. Puis, on pourrait vendre des contenus à la carte à des non-membres, par exemple, qui pourraient venir et qui n'auraient pas accès à toutes les autres fonctionnalités ou à toutes les autres sous-sections ou, en fait, auraient des accès limités au reste des contenus dans la plateforme, mais bon, on pourrait voir à leur programmation personnelle les contenus qu'ils ont achetés à la carte sans nécessairement voir tous les contenus là, qui sont plus pour les membres. Donc, il y a beaucoup de segmentation qui peut être faite dans la plateforme par rapport à ça. Puis, la gestion, ça s'assurer qu'il y a juste des membres qui rentrent dans la plateforme. Évidemment, là, ça va être de s'assurer qu'on partage juste l'inscription à nos membres. Ou, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on part directement de tout aux membres. On les importe dans la plateforme, puis dans le courriel d'invitation qui est envoyé, qui est 100% personnalisable, en fait, ça pourrait être carrément la première invitation à se connecter dans la plateforme. Donc, ça peut être une stratégie aussi. Donc, sans passer par l'inscription. Est-ce qu'il y a un moyen pour confirmer la présence d'un participant à une conférence? Comment vérifier si un membre est connecté à une conférence? Oui, c'est sûr qu'il y a possibilité de le faire, puis je dirais que souvent, c'est là que ça va passer, c'est vraiment dans des contextes de formation continue. En fait, l'idée, c'est que ça passe souvent par des quiz. Donc, quand on lance un quiz, évidemment, les gens répondent, donc on s'assure qu'ils sont là. Donc, on peut lancer 4 quiz pendant un contenu pour s'assurer que les gens ne sont pas en train de faire du lavage ou autre. Donc, on peut lancer une question quiz qui est là pendant 30 secondes, puis on invite les gens à répondre. Donc, on s'assure que les gens sont là pour pouvoir... je ne sais pas si Robert Millette, en fait, c'était ça le contexte, mais souvent, c'est dans des contextes de formation continue. Question bien simple. Si tu me permets, Marie-Lou, peut-être une petite parenthèse. En fait, on a un système de... Ouais. Ça n'a peut-être pas de lien finalement, mais en fait, là, je suis parti, mais un système de préinscription sur on va à des ateliers. Donc, ça n'a pas de lien avec le direct pour savoir si la personne est engagée devant le contenu. Donc, dans la programmation, on pourrait dire
Il y a des éléments exclusifs, dans le fond, sur inscription. Donc, les gens peuvent s'inscrire, mais ça n'a pas de lien direct avec ce qui vient d'être énoncé. Mais le but aussi, c'est de donner, si on veut, des espaces plus exclusifs sur inscription. Puis là, les gens, dans le fond, vont être, comme ils ont des places limitées, bien, nécessairement, devraient être plus motivés à être présents parce qu'évidemment, ils ont un siège puis ils volent le siège de quelqu'un s'ils ne sont pas là. Donc, du coup, c'est une parenthèse. C'est ça. Super, mais c'est vrai, on a un système d'inscription, là, donc de préinscription à des activités. Donc, Robert qui nous confirme que c'est bel et bien pour la formation continue. J'avais lu entre les lignes. Donc, évidemment, Robert, je t'invite à peut-être nous écrire. On en fait beaucoup des événements de ce type-là. Ouais. Donc, puis l'autre point, bien, si je me permets, Robert, c'est qu'on est on a évalué tous les chantiers, en fait, en fait, on est en train de développer un petit LMS, si on veut, avec les standards internationaux, si on veut, là, à la SCORM, CMI5, tous les grands standards, si on veut, de e-learning, si on veut. Donc, ça, c'est un chantier sur lequel on travaille. Donc, c'est certain, là, il n'est pas disponible maintenant. On en fait quand même, mais on ne vient pas, comment dire, comptabiliser à 100 % selon les standards internationaux, mais c'est dans des chantiers qui s'en viennent. Super. Donc, on avait Mélanie qui nous posait la question bien simple, et qui sait combien ça coûte. Donc, c'est sûr que ça va dépendre. En fait, je dirais que sans mettre un prix spécifique sur le service ou le produit, bien, ça va dépendre vraiment. Le premier paramètre, c'est combien de personnes sont dans la plateforme. Donc, les événements les plus petits qu'on déploie, là, normalement, c'est souvent de 0 à 500 personnes. Et puis après ça, bon, on a des paliers. Et puis, bon, le reste de la plateforme, ce qui est le fun, c'est que, bon, toutes les plateformes événementielles, évidemment, ont différents types de structures de prix. Notre plateforme n'est pas modulable en réalité. Donc, nos licences, c'est vraiment pour l'ensemble de la plateforme, là. Donc, le seul module qui est à part, c'est le module des kiosques. Kiosques interactifs. Donc, là où c'est sûr qu'on vient mettre un petit extra, donc, parce que c'est sûr qu'il y a une différence entre 5 kiosques et 75 kiosques, comme on l'a déjà vu aussi. Donc, on vient le moduler, mais à part ça, c'est vraiment toute la plateforme au complet. Donc, après ça, ça va vraiment dépendre du nombre de participants, là, d'utilisateurs uniques qui rentrent dans la plateforme. Mais je t'invite à nous écrire peut-être un petit résumé de vos besoins, de combien de participants, etc., si vous voulez des kiosques ou non. Puis dedans, on peut facilement te communiquer un ballpark. Donc, si la plateforme est annuelle, est-ce possible tout au long de l'année d'intégrer des nouvelles activités? Parfait. OK, parfait. D'intégrer des nouvelles activités, bien oui, bien sûr, c'est ça l'idée, en fait, de la plateforme en mode communauté, c'est de dire, écoute, parce qu'en fait, la philosophie derrière ça, c'est de dire, regarde, on travaille tellement fort pour créer, bon, des momentum parce qu'on a des événements qui sont très arrêtés dans le temps, mais après ça, qu'est-ce qui se passe, en fait, avec l'engagement? Bien souvent, ça retombe. Donc, même avant le COVID, en fait, c'était notre mission, en fait, on développait notre produit communauté pour dire, écoute, on travaille avec vous dans vos événements en présentiel et puis on ajoute de la technologie là-dedans pour rendre ça plus interactif, connecté, pour créer plus de valeur humaine. En fait, qu'est-ce qui arrive après? Bien, ça tombe souvent. En fait, on n'arrive pas à garder l'engagement. Donc, année après année, les organisateurs d'événements retravaillent fort pour organiser ces événements-là, mais on laisse tomber l'engagement entre les deux. Donc, on ne crée pas ce continuum-là. Donc, évidemment, l'idée de déployer la plateforme en mode communauté durable, c'est de dire, bon, mais vous avez vraiment un espace social qui est super puissant, en fait, parce que vous pourriez déployer des webinaires, non, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Vous pourriez avoir un webinaire par semaine, un 5 à 7 aux 2 semaines, un déjeuner, un ci, un ça. Donc, en réalité, vous devenez comme... C'est ça, en fait, c'est vous qui contrôlez votre plateforme, puis là, vous pouvez vraiment déployer autant de contenu que vous voulez. Là, en réalité, il n'y a pas de limite. Stéphane, voulais-tu faire un petit ajout? Non, ça va. C'est très gentil. Ah. À part que tout va bien, je te trouve très bonne et tout ça. Donc, les questions sont bonnes aussi. Très bonne question des participants. Effectivement, ça a généré beaucoup de questions. Hein. Je pense qu'il y a des questions en double dans Ah ben écoute, oui, il y en a une autre. Vas-y, Marie-Lou. Moi, je vois tout ça aller. Oui, c'est ça. Les questions Donc, la licence d'une durée d'1 an. Donc, quand on a des licences en communauté, oui, c'est d'une durée d'1 an. Mais pour faire une petite parenthèse, quand on déploie en communauté, c'est sûr qu'on développe plus de stratégies encore. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière un événement. Mais il y a encore plus de travail derrière déployer une communauté. Donc, on le prend par petites bouchées. Puis, c'est vraiment là où on vous accompagne. Stéphane a mentionné, par exemple, notre campus de formation, bon, d'une part pour de l'accompagnement de FanLab, donc d'en développer ces stratégies-là, d'autre part pour créer des petits groupes de co-développement là, qui ont des organisations en fait québécoises qui ont des besoins similaires, qui peuvent aussi s'entraider là-dedans. La licence, oui, elle est d'une durée d'1 an, donc évidemment, c'est quand même
c'est quand même un bon morceau à mettre en place. Donc, la licence est d'1 an, mais avec une perspective sur plutôt 5 ans, disons. Donc, de travailler fort pour mettre ces communautés en place là, puis de continuer de les faire grandir et de les faire s'enrichir année après année. Donc, c'est vraiment là où on vous aide et on vous accompagne. En fait, si tu me permets, Marie-Lou, en fait, c'est nous pour nous, c'est le futur des modèles des organisations en réseau. Donc, de tout numériser, garder plus d'engagement, créer plus de valeur, créer plus de liens entre les partenaires, les différentes parties prenantes. Pour nous, c'est vraiment le futur des organisations en réseau. Fait qu'il faut vraiment le voir comme si vous voulez réfléchir dans cette direction-là, c'est vraiment une décision stratégique dans laquelle toutes les parties prenantes, au niveau de la planification stratégique, là, toutes les parties prenantes doivent y participer, dont le conseil d'administration et tout ça. Donc, ce n'est pas un one-shot deal. Faut pas... Puis oui, on peut faire des expérimentations, faire des projets pilotes, etc. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on est parti, on est parti. De changer de plan en cours de route, ce n'est pas nécessairement optimal. C'est-à-dire qu'on peut changer tout ce qui se passe autour, le contenu, l'ensemble des choses, si on veut, qui se passe dans la programmation, mais il faut le voir comme si c'était si on changeait de planète. Pas qu'on change de planète, c'est le même cadre, vos membres, c'est la même valeur et tout ça, mais tout ça pour dire que c'est vraiment, en tout cas, là, je dérape un peu, mais c'est vraiment un projet très stratégique, donc dans lequel ça prend beaucoup de réflexion et dans lequel on est très impliqué là-dedans aussi. Super. Donc, il y a des petites questions qui se répétaient. Donc, Karine demandait bonjour, sera-t-il possible d'obtenir le prix de la plateforme plus ses options? Donc, même chose, je t'invite à communiquer avec nous. Les grandes lignes qu'on a besoin pour faire une première soumission à haut niveau, c'est vraiment le nombre de participants, puis peut-être un espèce de contexte général de votre programmation et de votre événement. Donc, une liste de questions dans un contexte d'école d'été universitaire. Génial. Donc, avec quel réseau académique travaillez-vous et dans quel contexte? Dans plusieurs contextes. Donc, avec l'Université de Laval et Novalet, on fait notamment un symposium international là, sur la recherche dans le domaine du lait. Université de Sherbrooke, donc avec leur bureau des gouverneurs, donc les anciens de leur équipe de leur école de gestion, qui crée un réseau vraiment de communautés, donc de gens d'affaires. Stéphane, avec quel autre réseau académique est-ce qu'on travaille? Je pense top of mind. Très bonne question. Université de Laval, Université de Sherbrooke, HEC, on a-tu démarré le projet finalement? C'est ça, c'est sûr qu'évidemment, je pense qu'on est en contact avec tous les... Oui, c'est ça. Ça devient mêlant. Là, on a plusieurs projets en route. Ouais. Mais c'est ça, c'est ça dans plusieurs contextes. En termes de RH, quels sont les requis, le nombre d'animateurs, modérateurs, etc.? Encore une fois, ça, c'est une question qui tue. Ça va vraiment dépendre des types d'activités. Je dirais, puis là, je vais vous donner un exemple rapide comme ça, puis là, je regarde le temps, il reste juste 5 minutes, je vais faire ça vite. Quand on a un segment qui est peut-être moins technophile, donc c'est sûr que c'est bon d'avoir un animateur qui est simplement l'animateur. Donc, c'est sûr que si moi, je suis animatrice aujourd'hui ou que je livre une conférence, je ne peux pas être en train de répondre à des gens qui ne sont pas capables de se connecter. Donc, probablement que Marie-Hélène, elle est au téléphone en train de débloquer certaines personnes qui ont peut-être eu de la difficulté à rentrer dans le contenu. Donc, évidemment, d'emblée, j'aurais tendance à dire que ça prend toujours 2 personnes. Est-ce que peut-être que si on a une grosse, beaucoup de participants, mais peut-être 2 personnes à la modération, un animateur de fil de réaction aussi, donc c'est une 4e personne. Donc, vraiment, ça va dépendre. Là. C'est une question qui est un petit peu difficile à répondre hors contexte, mais en ayant peut-être un contexte un petit peu plus clair, là, on pourrait vous guider par rapport à des choses qu'on a vues aussi. Quelle est la différence entre un divan intelligent et un brain date? Ben, ça se ressemble beaucoup en réalité. Donc, c'est un petit peu le même concept. Brain date qui sont des très bons amis à nous, en fait. Qui de l'intégration d'outils comme Zoom et Miro? Zoom, c'est une bonne question. Bon, évidemment, c'est un outil de web diffusion qui est très populaire. On travaille beaucoup sur l'intégration. Notre problématique avec Zoom, c'est qu'il y a énormément de pare-feu de leur côté qui nous empêchent de pouvoir prédire les comportements d'intégration. Donc, en ce moment, ce n'est pas une solution qu'on met de l'avant. Évidemment, on travaille très fort à l'intégrer parce que c'est la solution probablement la plus répandue et la plus utilisée. Donc, pour nous, bon, évidemment, c'est pas fermé, mais c'est en travail. Miro, une intégration Miro, Stéphane, possible? Oui, c'est ça, on a des alternatives à Miro, notamment avec Reflex, qui a des whiteboards et des outils d'interaction. Tout ce qui est outils autres de type Miro et tout ça, faut y réfléchir, il faut pousser la réflexion plus loin. Parce que la réponse, c'est que oui, tout est possible, mais il y a des coûts reliés à ça. Donc là, pour le moment, on a focalisé notre attention sur tout ce qui touche la diffusion, l'interaction, le côté humain où on peut se toucher. Mais effectivement, tout ce qui touche les outils de collaboration, ateliers, tout ça, c'est dans le champ de main. Puis on a
une technologie québécoise avec lesquelles on n'a pas entré en communication encore, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je crois que c'est quelque chose comme EdWave ou c'est une plateforme éducative, en fait. Donc, ça pour dire qu'on est à l'étude pour voir c'est quoi les différents chantiers là, sur lesquels on va aborder. Puis évidemment, notre priorité, c'est vraiment de connecter les technologies québécoises en premier parce qu'on est très, panier bleu de notre côté. Donc c'est la première étape, mais effectivement, de connecter avec des gros joueurs comme Miro, comme Mural ou autres, ça fait partie aussi des réflexions qu'on devra avoir là, pour mettre ça de l'avant dès 2021. Super. Donc, c'est ça, je voyais qu'il y avait une petite note, là. Marilyn, je te vois, je le sais, il reste plus beaucoup de temps. Non, je voulais juste vous dire, il reste une seule question dans le fond. OK, génial, c'est ça, le reste, c'est des questions, c'est ça. Super. Mais c'est ça, puis ben juste pour faire une petite parenthèse, puis je sais pas si Stéphanie, tu es encore là, parce que là, je vois qu'il fallait que tu quittes sous peu, mais tu sais, il n'y a rien qui empêche, en fait, de venir mettre un hyperlien dans une description d'une activité qui renvoie vers un outil comme ça. Tu sais, c'est vraiment l'idée de centraliser quand même tout ça dans une même plateforme. Puis là, en un clic, on peut se retrouver dans la plateforme. Donc ça, c'est un way around qui est possible, là, donc de façon à facilement faire amener tous nos participants vers la plateforme. Pardon, Marie-Lou. Puis l'autre option, en fait, c'est évidemment par le biais de partage de caméra. Bien, au lieu de partager, évidemment, partager son écran sur une présentation, on peut partager Miro. Donc, un peu comme on le fait avec Zoom. Là, évidemment, les gens peuvent travailler chacun de leur côté, travailler dans Miro et tout ça, mais ce n'est pas une intégration directe dans Miro, mais c'est Miro qui passe à travers la caméra d'un présentateur. Donc, ça se fait. Super. En 1 minute, qu'il nous reste 1 minute. Est-ce que c'est une application ou seulement un site Internet? Donc, c'est ça, la distinction n'est peut-être pas si claire que ça. Donc, si nous faisons un événement sur FrontLive, est-ce que l'événement a lieu dans une interface virtuelle immersif ou est-ce que les participants naviguent sur un site Internet? Donc, il y a plusieurs volets, mais en fait, la plateforme qu'on vous a présentée aujourd'hui est principalement une plateforme web, donc une plateforme desktop optimisée pour le desktop, optimisée pour les iPads. C'est ça votre univers immersif. Donc, ça va tout passer à travers cet univers-là, que ce soit plus passif, donc une conférence, par exemple, avec un outil unidirectionnel, quelque chose de bidirectionnel ou en 2021, des scènes où on va pouvoir se faire scanner et vraiment se faire envoyer sur la scène. Donc, ça va passer par le web. On a toutefois une application mobile qui est rattachée à ça, donc ça va être surtout pour créer des expériences hybrides, donc dans un contexte où on pourrait avoir des gens en présentiel, les gens seraient dans un même réseau ensemble, pourraient communiquer les uns avec les autres, réseauter, etc. Et puis les deux systèmes en fait sont nourris par le même back-end, donc le même panneau d'administrateur, on met des informations, ça nourrit les deux systèmes. Donc la réponse c'est que surtout web en fait, mais avec une application mobile qui permet aussi de recréer le pont entre le présentiel et le virtuel. Et merci beaucoup, Stéphane et Marie-Lou. C'était fort instructif et intéressant. J'ai rarement vu autant de questions, donc c'est très positif. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Bien, je peux y aller, mais en fait, merci Marie-Lou, merci Marie-Hélène. En fait, le mot de la fin est relativement simple. En fait, évidemment, on est là pour vous. Là, ça fait un peu têteux, là, mais on est là pour vous, pour vous aider, pour vous conseiller, évidemment. Mais le point aussi, c'est que dans toute démarche, évidemment, comme dirait le président de l'Espace OBNL, Stéphane Parent, le livre est à écrire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans les bonnes pratiques, en fait, qui sont en documentation au fur et à mesure qu'on avance, on veut, dans les expériences. Donc, nous, de notre côté, on documente tout ça, on en voit beaucoup, évidemment, avec nos clients. Fait que tout ce savoir-là, si on veut, est repartagé avec nos clients. Mais dans les cas où vous avez des objectifs, des trucs plus innovants, bien, n'hésitez pas à nous les communiquer parce que nous, même s'il y a des choses que vous n'avez pas vues aujourd'hui, potentiellement pas vues, quoi qu'on pense être assez complet, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'il y a toujours des solutions alternatives, si on veut, pour combler, si on veut, certains besoins qui n'auraient pas été explicitement évoqués. Donc, ça pour dire qu'en résumé, on est là pour vous. Donc, merci d'avoir assisté à ce petit webinaire-là ce matin. Merci beaucoup. Merci. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.